Chapitre 1. L'étranger au lys. Le petit hôtel au bord de la rivière, à Larkspur Reach, avait l'allure d'un lieu qui s'était établi dans sa propre élégance. La rivière, large et assurée, dessinait une lente courbe le long des haies d'ifs taillés. Les barques claquaient nonchalamment à leurs amarres, et les fenêtres du salon, hautes et fines vitres qui ondulaient légèrement comme l'eau, laissaient entrer une lumière à la fois généreuse et discrète. C'était avril, et les pelouses étaient jonchées des pâles confettis d'un poirier à floraison précoce. L'hôtel Larkspur, autrefois la maison de douaire du domaine de Moncliffe, conservait quelque chose de la grâce retirée d'une grande dame qui avait découvert que la discrétion, et non l'ostentation, préservait mieux sa dignité. On y trouvait des plaques de porte en laiton poli, quotidiennement, une cloche qui sonnait avec une réticence musicale, et l'habitude de servir le thé à 4h30 précise, même le dimanche. Les clients, ceux qui connaissaient l'établissement, venaient fuir le tumulte londonien et les ardeurs mondaines de la côte. Ils lisaient, arpentaient le chemin de halage jusqu'au vieux hangar à bateaux, discutaient à voix basse de sujets qui supportaient l'examen. Le capitaine Arthur Hastings, en permission après des activités plus actives en ville et hébergé pour 2 semaines, afin de tester son nouveau goût pour la tranquillité, fut heureux de découvrir qu'un hôtel tranquille engendre son lot de drames. Lui, si souvent plongé dans le vif du sujet par l'intermédiaire de son ami Hercule Poirot, s'était dit qu'ici, rien ne pouvait être plus alarmant qu'un désaccord sur les mots croisés du Times ou une confiture inadaptée au petit déjeuner. Pourtant, moins d'1 heure après son arrivée, il perçut qu'un fil de tension liait la petite compagnie du Larkspur avec la fermeté d'un lien. Lady Constance Whitfield était la plus remarquable des résidentes. Grande, imposante, avec un profil évoquant des pièces de monnaie romaine et des opinions tranchées, elle portait le deuil avec une sévérité qui s'opposait à tout commentaire. Son veuvage durait 7 mois. Si des spéculations, même modérées, avaient d'abord été liées à une période aussi précise, elles avaient été balayées par sa discrétion et le ronronnement loyal de sa compagne, Miss Alice Brent, timide, méthodique, précise sur les détails et vague sur les questions plus importantes, comme si l'on pouvait balayer ses propres doutes sous un tapis de cuillère comptée. Edward Whitfield, le fils unique de Lady Constance, allait et venait comme un télégramme. Bref, moderne, inquiétant. Il était le seul à l'hôtel à faire du bruit en entrant dans une chambre. Le portier, un vieux soldat nommé Parr, l'avait observé à Hastings avec une sorte de fierté mélancolique de sa propre capacité à classer. « Il y a les gentils qui arrivent du comme la météo », avait-il dit, « et il y a ceux qui arrivent du comme les nouvelles. Monsieur Edward est ce dernier. Le révérend Julian Pemberton, vicaire de Saint-Marc, était tout le contraire. Un homme qui n'arrivait jamais nulle part, mais qui semblait d'une douceur morale. Il avait l'habitude de se caresser l'arête du nez avant de parler. On soupçonnait que ses paroissiens développaient le même réflexe chez eux avant d'oser confesser leurs méfaits. Il logeait au Larkspur pendant de légers travaux au presbytère. Les budgets et la pourriture sèche s'étaient combinés avec l'inéluctabilité d'un sermon. Le docteur Lionel Archer, homme aux mains agiles et à la bouche prudente, s'était posté au Larkspur pour des raisons qu'il appelait « repos » et « papier ». Il fumait des cigarettes en une ligne fine et régulière. Son étui en argent, monogrammé L.A., scintillait légèrement lorsqu'il se retournait à la lumière. Son attitude envers Lady Constance était empreinte de compassion au sens professionnel du terme, c'est-à-dire qu'il la regardait comme si le corps humain était un ensemble de problèmes intelligibles. Le colonel Peregrine Burroughs, retraité et le visage rougeau, observait tout dans le cadre d'une fonction officielle que personne ne lui avait confiée. Il portait une montre fixée à une garde en cuir et la consultait avec la précision d'un homme qui mesure le monde pour l'empêcher de se briser. Sa voix, vive mais non méchante, avait le don d'obliger les autres à obéir. Madame Inès Vell, une comédienne de théâtre en retrait temporaire après une série de triomphes qui avait épuisé même ses admirateurs,
lisait des pièces à la fenêtre et appréciait d'être interrompu. Son parfum évoquait une garden party nocturne, et son rire témoignait d'une histoire commune entre elle et chaque auditeur, qu'elle en ait ou non une. Hastings rencontrait tout cela entre le déjeuner et le thé, soit sur la terrasse, où les chaises en osier crépitaient dignement dans l'air, soit dans le salon, où un feu de charbon brûlait avec un sens du devoir. Il prenait des notes mentales, comme toujours, se promettant de contenir sa curiosité. La curiosité, d'après son expérience, avait indéniablement tendance à entraîner des conséquences. Il lisait, il avait apporté un roman sensé, et contemplait la rivière. Si la rivière décidait de lui offrir du drame, ce serait une toute autre affaire. À 10h10, lorsque le thé fut servi, et que Madame Doran, la propriétaire, dont la soie noire rigide et le regard perçant témoignaient d'une vie de respect des normes, avait déclaré les scones acceptables, la sonnette annonça non pas un invité, mais une apparition. C'était un homme d'environ 35 ou 40 ans, compact et bien bâti, avec une pâleur urbaine sous son teint. Autrement dit, l'allure d'un homme de bureau qui exerce sa conscience en marchant. Il portait un long paquet blanc enveloppé de papier, et en entrant dans le hall, il ôta son chapeau avec une courtoisie à la fois modeste et étudiée. Part alla à sa rencontre. Il y eut entre eux un bref échange dont Hastings ne saisit pas le contenu, mais sa forme, le raidissement de part, la douce insistance du visiteur suggéraient que l'étranger proposait une petite irrégularité, et Parr s'y opposa par principe. Le pas vif et prudent de Madame Doran traversa le tapis. « Nous ne sommes pas des fleuristes, dit-elle. Et si vous nous avez pris pour un fleuriste, vous pouvez exprimer vos sentiments ailleurs. »« Ce n'est pas une erreur, » répondit l'homme. Il avait une voix douce et une façon de ne pas regarder qui que ce soit trop directement. Il déballa le papier, et des lys, beaucoup de lys, se déployèrent dans l'air de la pièce avec le souffle frais d'une église. Leur blancheur était celle d'une prescription, un ordre exécuté. « Pour qui ?» demanda Madame Doran. L'homme consulta une petite carte entre ses doigts et la posa délibérément sur la table centrale, parmi le bol en cristal taillé et les exemplaires de Country Life. La carte était blanche, avec une bordure si fine qu'elle aurait pu être l'ombre d'un trait d'encre. « Pour la dame qui garde le passé, » dit-il, avec respect. Lady Constance, entrée au début de la pièce, se tenait un peu à l'écart, les mains gantées de chevreaux noirs qui craquaient légèrement lorsqu'elle les serrait. Ses yeux, qui trahissaient difficilement la surprise, se plissèrent d'irritation à l'idée qu'une telle mise en scène se déroule à proximité. « Je n'accepte pas les gestes anonymes, » dit-elle. « Le passé, monsieur, exige un nom. » L'homme s'inclina légèrement. « Madame, je ne suis que le messager. » Le message pourra alors être renvoyé à son expéditeur. Hastings, qui n'avait pas bougé, remarqua que les lys avaient déjà fait leur œuvre. Leur pollen recouvrait le bois poli de la table d'une fine couche d'or. Une seule tache était tombée sur la manche de mademoiselle Brent, qui, troublée, l'effleura avec l'agitation de quelqu'un qui craint les taches plus que le scandale. Le docteur Archer observa ce léger mouvement. Il le remarqua et détourna le regard, comme s'il classait une carte. « Emmenez-les, Parr, » rétorqua Madame Doran. « On ne veut pas de ça. » Parr, cependant, n'était pas rapide. Il s'était penché sur la table, fasciné comme un homme scrutant une énigme. « Pardon, madame, » dit-il, « mais il y a une autre carte, glissée dessous. » Il la pinça avec précaution pour la dégager. Cette seconde carte était plus petite, et dessus, d'une main trop soignée pour être vraiment négligente, était écrit « Jeudi dernier, 12h48. La rivière retient ce que les hommes laissent tomber. » Le colonel Burroughs émit un son satisfait. Un problème posé est un problème qu'il croit déjà à moitié résolu. « Oh !» dit-il. « Absurdités énigmatiques. Une farce. On va tirer ça au clair immédiatement. Où les as-tu trouvés, mec? Qui t'a envoyé ?» Les paupières de l'étranger vacillèrent, comme si l'effort pour ne pas croiser son regard le peinait. « Un gentleman, » dit-il. « Quel gentleman ?» demanda Edward.
Il revenait du jardin. On sentait l'herbe sur lui, et son ton exprimait l'impatience insolente d'un jeune homme observant une génération plus âgée en pleine scène. « Si c'est un hommage mièvre à mon père, je serai... » « Edward, » dit lady Constance. Elle n'éleva pas la voix. « Nous ne parlerons pas de votre père dans le hall. »« C'est pourtant une expression curieuse, » dit le révérend Pemberton en se lissant l'arête du nez. « La dame qui garde le passé. » « Je me demande... »« Tu te poseras peut-être la question en chair, Julian, » répondit lady Constance. « Ici, nous aurons de la décence. » L'étranger avait commencé à reculer vers la porte. Sa tâche accomplie. Madame Doran, avec l'instinct infaillible d'une aubergiste qui comprend les gens et les désordres, s'écarta pour le laisser passer. Mais Parr, qui avait réorganisé les 2 cartes qu'il avait en main et flairé un problème assez important pour occuper un après-midi de vieux soldat, le suivit. « Un instant, » dit Parr. « Vous avez déposé ces fleurs à 16h12. Vous avez remonté l'allée en moto. J'ai entendu le bruit. Et vous l'avez garé devant le portail latéral au lieu de la cour. Vous n'avez pas demandé de reçu. Ça fait 3 irrégularités. Si le monsieur qui vous a envoyé a d'autres messages, il peut les apporter lui-même. » Les yeux gris et vifs de l'homme brillèrent d'une lueur qui aurait pu être de la gratitude. « Je vais lui dire, » dit-il, et il disparut. Le silence, qui attendait son signal hors scène, revint avec une impression de tenue de soirée. Les lys se dressaient implacablement au milieu des convenances, leur parfum montant jusqu'au plafond, où les plâtres, un cercle de roses et d'alouettes, les entouraient poliment. Madame Doran et Parr conversèrent à voix basse, puis les lys furent déplacés, temporairement, sur une petite table près de la fenêtre. Leur retrait laissa sur la surface polie une fine pellicule de pollen et un léger bourdonnement humide. Mademoiselle Brent demanda un chiffon et tamponna la tâche avec une telle ferveur que lady Constance serra les lèvres. Hastings se tournait presque par habitude vers le jardin pour se ressourcer. La rivière décrivait sa courbe, une barque s'écrasait légèrement, et sur l'autre rive, un garçon coiffé d'une casquette lançait des bâtons à un chien patient, qui les ramenait comme si la vie n'était qu'obéissance et le calme de l'eau. Il réfléchissait à la phrase « La rivière garde ce que les hommes laissent tomber », avec un léger malaise lorsque Madame Inès Val vint se placer à côté de lui, à la fenêtre. « Horrible, les lys », murmura-t-elle. « Absolument horrible. Ils sentent le rappel et la chapelle. »« Des funérailles, » acquiesça Hastings. « Mais c'est peut-être là le but. »« Quoi qu'il en soit, est-ce que ça sert à quelque chose ?» demanda-t-elle en lui souriant. « D'après mon expérience, tout est le prélude à quelque chose de bien pire. Pourtant, c'est un hôtel charmant. Si je devais subir un mélodrame, je préférerais le faire dans un environnement où l'on respecte les verbes. » Elle pivota légèrement pour jeter un coup d'œil à lady Constance. Elle s'occupe de tout. À 4h30, la cloche, contrairement à ce qu'elle sonnait toujours avant de se résigner, annonça le thé. Madame Doran mena le cortège avec sa vivacité habituelle. Les tasses furent distribuées, et la discussion, si discussion il y avait eu, fut rangée comme une serviette. Pourtant, l'atmosphère avait changé. Les mots tombèrent légèrement en deçà de leur destination. Les rires arrivèrent, déguisés en politesse. Le colonel parla au docteur Archer des iniquités de la médecine moderne. Le docteur Archer hocha la tête d'un air qui ne concédait rien et en révélait moins. Le révérend admirait les scones avec théologie. Edward, agité et impatient, but son thé trop vite et se brûla la bouche, ce qu'il supporta avec le stoïcisme propre aux jeunes lorsqu'ils se sont fait du mal et ont besoin de témoins. Lady Constance, qui avait refusé le thé, s'adressa à mademoiselle Brent à voix basse. Hastings ne put entendre ce qu'elle disait, même si un jour, mademoiselle Brent leva les yeux, surprise, puis se posa sur la cuillère à miel avec une concentration qui semblait absurde. Il n'avait pas eu l'intention de regarder d'aussi près, mais l'attention se fixe sur l'infime, l'exact, quand le grand est obscurci. C'était une habitude que Hastings avait apprise d'un autre homme, et il prit soudain conscience, comme on le fait du soleil lorsqu'il disparaît derrière un nuage puis réapparaît, de la différence que cette pièce aurait en présence d'Hercule Poirot.
C'est alors que le second incident se produisit. Parr, revenant de faire une course, s'arrêta sur le seuil, fronça les sourcils, et ressortit avec une hâte inhabituelle. À son retour, il tenait dans sa main un petit bijou en argent, un porte-clés orné d'un disque d'émail bleu et blanc, portant les lettres, et W. la chaîne avait été brisée plutôt que décrochée. Parr la tenait comme un homme tient une preuve qu'il a trouvée sans vouloir la posséder. « Pardon, Lady Constance, » dit-il. C'était juste dehors, près du porte-parapluie. Edward le regarda fixement. « C'est à moi, » dit-il. « Puis-je » demanda le docteur Archer en examinant la cassure. « J'ai accroché quelque chose, » déclara-t-il, assez violemment. « Avez-vous l'habitude de laisser vos initiales ici » demanda Lady Constance. Elle ne regarda pas son fils. « Seulement quand les hommes avec des bouquets arriveront, » dit Edward d'un ton léger. « Peut-être que nous aurons tous des cadeaux. Y aura-t-il une représentation ce soir, tu crois ? » « Il y aura un dîner à 7h30, répondit sèchement madame Doran. « Saumon froid, sauce au capre, pommes de terre nouvelles et un syllabub. S'il y a des représentations, monsieur, veuillez les programmer après les desserts. » La pièce émit un léger bruit de reconnaissance et, tels des soldats obéissant à un ordre qu'ils comprennent, se calma. Mais le regard d'Hastings s'était porté sur l'horloge de la cheminée, et il y remarqua un fait si anodin qu'il en était presque comique. L'horloge, qui avait été à l'heure auparavant, indiquait maintenant 4h12. Il consulta sa propre montre, une montre fiable, réglée le matin même sur celle du chef de gare, et constata qu'il était presque 5h. Les aiguilles de l'horloge étaient simplement figées, tel un disque. 4h12. Jeudi dernier. 12h48. La rivière garde ce que les hommes laissent tomber. Il sentit le léger glissement du malaise s'aiguiser. La rivière retraçait sa courbe parmi les aulnes. Il était facile d'imaginer un simple plop à sa surface, un cercle s'élargissant, un autre, puis l'eau redevenue imperturbable, transportant ses secrets entre deux rives calmes. Les hommes laissent tomber bien des choses, des clés, des pièces, des promesses. La rivière garde ce qu'on lui donne. Elle est la grande collectionneuse. Mademoiselle Brent leva les yeux et le surprit en train de regarder la cheminée. « Ça fait ça, » dit-elle rapidement. « L'horloge. Elle s'arrête quand il y a un courant d'air. Parr dit que c'est le cordon de la sonnette. Parfois, il se coince et fait bouger le mécanisme. Parr le répare. »« Vraiment ?» demanda Hastings. « Oh oui. » Elle sourit, s'excusant auprès du monde d'exister. Enfin il le dit. « Parr est un homme compétent, » déclara le colonel. « Il connaît son affaire. »« Et qu'est-ce que ça peut bien faire ?» demanda madame Veil. « Nous protéger des fleurs et des horloges ? Alors Dieu le bénisse. Je dormirai cette nuit. » Parr rougit et recula en murmurant un déni. Lady Constance se leva. « Mademoiselle Brent, je monte, » dit-elle. « Vous m'apporterez mes lettres à 6h. »« Oui, madame. » Edward, tenant le porte-clés en émail, jeta un coup d'œil à Hastings avec la méfiance propre à la jeunesse qui voit les hommes plus âgés raconter leurs méfaits. « Vous êtes un ami de ce détective, n'est-ce pas ?» demanda-t-il soudain. Hastings, surpris, dit « J'ai cet honneur, oui. »« Superbe garçon, » déclara Burroughs. « Un petit gars bien élevé. Il voit clair dans les bêtises. On aurait bien besoin de lui pour faire disparaître les lys du théâtre. Je n'ai aucune intention de faire venir un détective, » dit Lady Constance depuis le seuil. « Nous ne sommes pas une affaire, colonel. Nous sommes une famille. » Elle marqua une pause et, ne pouvant s'en empêcher, regarda les lys. « Enlevez-les, » dit-elle à madame Doran. « Envoyez-les à l'église, qu'ils servent à quelqu'un. » Tandis que le groupe se dispersait, Hastings sortit dans le couloir. L'après-midi avait cette curieuse impression que les après-midi anglais procuraient parfois, celle d'une décision prise. La lumière se fit plus faible, le ton changea, le monde s'organisa comme des meubles avant un événement. Il remarqua sous le support où descendait le cordon de la sonnette
une tache sur la boiserie peinte, un bleu pâle, comme si la peinture avait été touchée par quelque chose qui se trouvait dans une poche mal nettoyée. Le porte-parapluie, récemment lieu de la découverte de Parr, portait un anneau humide sous l'endroit où un parapluie avait été posé humide et retiré sec. Quelqu'un était entré pendant l'entrée d'Hélice par une porte latérale et s'était arrêté juste là. Il se pencha, aussi nonchalamment qu'on peut le faire, et observa le sol. Le tapis ne conservait que des empreintes superficielles, mais une marque, arrondie, en caoutchouc, et non le talon étroit d'une chaussure de ville, suggérait la semelle d'une botte de motard. Parr ne s'était pas trompé sur la machine. Il se redressa et trouva le révérend Pemberton à ses côtés. « Vous avez l'esprit curieux, capitaine, » dit le vicaire. « C'est une bonne habitude, dangereuse parfois, mais bénéfique. Je dois aller composer des paroles pour accompagner les lys qui ont connu une étrange compagnie. »« Tu penses qu'ils les garderont à l'église » demanda Hastings. « Oh, certainement, » répondit Pemberton. « L'église garde beaucoup de choses qu'elle ne demande pas. » Au moment où le dîner fut annoncé, 7h30, comme promis, les lys avaient été retirés, la pendule de la cheminée avait été avancée par les soins mystérieux de Parr, et le crépuscule avait rétréci le monde en une forme plus intime. Dehors, la rivière murmurait comme un confident. Dans le couloir, les cuivres de Madame Doran avaient été repolis. Ils reflétaient la lumière comme la vertu reflète l'approbation. Ils s'assirent à table. Les places étaient fixées non par des cartes, mais par la tradition, ce qui revient au même. Lady Constance présidait sans vouloir être vue. Le colonel raconta une courte histoire à propos d'un serveur de messe à Poona. Madame Veil raconta une anecdote sur un acteur principal qui avait un jour pris l'entr'acte pour le deuxième acte. Edward joua avec son saumon. Mademoiselle Brent mangea avec assiduité, l'air de quelqu'un qui remplit un contrat, et le docteur Archer but de l'eau sans regarder personne trop longtemps. La conversation, telle une vieille horloge, s'écoulait à un rythme régulier jusqu'à ce que, sans prévenir, la cloche du hall émette ce petit bruit étrange et sonne d'elle-même. Pas fort, et pas, aurait-on dit, intentionnellement. Une simple note, détachée de toute main humaine. Madame Doran se leva, calme, et alla réprimander le télégramme. Parr y alla aussi. Ils ne revinrent pas immédiatement. À leur retour, le visage de Madame Doran était resté inchangé, car elle ne le permettait pas, mais celui de Parr avait perdu le confort de la routine. Il s'approcha de Lady Constance et se plaça à sa droite. Sa voix, sèche et respectueuse, était décidée à ne pas trembler. « Je vous demande pardon, madame, » dit-il. « Il y a un monsieur qui veut vous voir. »« Il est de la police fluviale. Ils ont trouvé... Enfin, ils ont trouvé quelque chose sous l'autre rive, près du hangar à bateaux. Ils disent qu'il vaut mieux que vous le sachiez immédiatement. » Les gants de Lady Constance se resserrèrent une fois, puis deux. La gamine craqua en signe de protestation. Elle ne se leva pas. Son regard, qui avait refusé de céder pendant des mois, ne lâchait plus rien. « Alors, laissez entrer monsieur, » dit-elle. « Nous allons l'entendre ici. » Et les lys, qui n'étaient plus dans la pièce, semblaient tout de même avoir laissé une trace dans l'air, comme si la rivière, obéissant à sa nature, s'était enfin décidée à rapporter quelque chose. Chapitre 2. La rivière révèle son secret. Les lampes de la salle à manger avaient été allumées, leur lueur ambrée se reflétant sur le verre et l'argent, si bien que chaque visage attablé était illuminé de subtils reflets. Pourtant, toute cette luminosité ne parvenait pas à adoucir l'entrée du policier fluvial. C'était un homme aux larges épaules, le manteau humide au bas, la casquette à la main, et il avait l'air de quelqu'un venu annoncer une nouvelle, même s'il aurait préféré être n'importe où ailleurs. « Excusez-moi, mesdames et messieurs, » dit-il d'une voix calme et pesante, celle d'un homme habitué à l'eau plus qu'aux mots. « L'inspecteur m'a appelé de Henley. Il y a eu une récupération en aval, près du hangar à bateaux. » Lady Constance ne broncha pas. Son fauteuil était aussi rigide qu'un trône, son profil implacable. « Et qu'avez-vous récupéré exactement ?» Le policier hésita un instant, puis poursuivit.
Un corps, madame. Un homme. Enchevêtré dans les roseaux. Nous l'avons emmené au débarcadère pour identification. Le silence qui suivit ne fut pas absolu, mais pesant, chargé d'exclamations contenues, d'inspirations et de mots muets. Les lys, bien que bannis, semblaient de nouveau présents, emplissant l'air de leurs associations muettes. Edward Whitfield fut le premier à craquer. Sa chaise grinça brusquement et il se releva. « Un corps, dites-vous, près du hangar à bateau ?» Sa voix était trop vive, ses manières trop empressées, comme si le soulagement et l'inquiétude se disputaient. « Ce n'est pas possible. »« Edward » interrompit lady Constance, froide comme la glace. « Asseyez-vous. » Le jeune homme resta un instant provocateur. Puis, croisant le regard de sa mère, il s'assit et marmonna quelque chose d'indistinct. Le révérend Pemberton, qui semblait constamment obligé de faire régner le silence, s'éclaircit doucement la gorge. « C'est peut-être un pauvre vagabond, » suggéra-t-il. « La rivière est dangereuse pour ceux qui ne sont pas habitués à ces voies. » Mais madame Vail, penchée en avant, le menton appuyé sur sa main, parla avec la clarté insouciante de quelqu'un qui avait vécu sous les feux de la rampe et qui, par conséquent, ne craignait pas les ombres. Pas un vagabond, vicaire. Un message trop clair pour un vagabond. La rivière garde ce que les hommes laissent tomber. N'était-ce pas le verre? Quelqu'un a laissé tomber plus que des bibelots. Le policier, mal à l'aise sous tant de regards, s'adressa de nouveau à lady Constance. « Nous aurons besoin de vous, madame, ou d'un proche, pour identifier la victime. » « On m'a dit de me renseigner. » Lady Constance inclina gravement la tête. « J'y vais, » dit-elle. « Mademoiselle Brent, allez chercher mon manteau. Edward, vous resterez ici. »« Je ne le ferai pas, » commença Edward avec véhémence, mais son regard le frappa de nouveau. Il ravala sa protestation, serra les mâchoires et jeta un coup d'œil autour de lui comme pour défier quelqu'un d'autre de contester son exclusion. Le docteur Archer se leva à son tour. « Si vous me permettez de vous accompagner, lady Constance, » dit-il, « ma profession pourrait vous être utile. »« Très bien, » répondit-elle. L'affaire se conclut avec l'inévitable habitude des grandes maisons et des grandes femmes. Hastings, de son côté, s'était déjà levé, l'esprit de compagnie le poussant à proposer sa présence. Pourtant, alors qu'il réfléchissait à la meilleure formule, la porte s'ouvrit à nouveau, et dans la pièce, impeccable comme une éponge, Hercule Poirot entra. Il était arrivé comme par nécessité, moustaches étincelantes, vêtements impeccables malgré la nuit humide. Il inclina la tête vers l'assemblée avec ce mélange d'humilité et d'assurance qui lui était propre. « Bonsoir, mesdames et messieurs. Je vous prie de bien vouloir excuser mon intrusion. Capitaine Hastings, mon ami, je vois que j'arrive au moment même du drame. »« Poirot » s'exclama Hastings, mi-étonnement, mi-ravi. « Vous êtes ici, à Larkspur ?» Poirot s'autorisa un petit sourire satisfait. « Oui, mon ami. Un peu de vacances, me dis-je. Mais hélas, là où va Hercule Poirot, la tragédie est rarement loin. Je viens en train, et qui m'attend sur le quai, c'est un gendarme du fleuve, qui m'informe de cette découverte. Naturellement, je me hâte. » Il se tourna vers lady Constance avec une révérence courtoise. « Madame, c'est votre serviteur. Permettez-moi peut-être de vous être utile. » Lady Constance le regarda avec une hésitation. Son instinct lui disait de refuser toute intervention. Pourtant, quelque chose dans son sang-froid, sa propreté, son air d'autorité au-delà de l'uniforme, semblait s'imposer à la situation. « Très bien, monsieur Poirot, » dit-elle enfin, « vous pouvez nous accompagner. » La fête se prolongea dans la nuit. Les pelouses étaient plongées dans une brume légère, la rivière, au-delà, exhalant son sillage perpétuel. Une lanterne se balançait à la main du policier, son faisceau éclairant le chemin. Le groupe, lady Constance, mademoiselle Brent, le docteur Archer, Poirot, Hastings et l'agent, descendit vers le débarcadère. Le hangar à bateau était tapi au bord de la berge, ombre imposante qui sentait le bois humide et les algues. Des lanternes avaient été installées sur des poteaux, leurs reflets tremblant sur l'eau. Et là, sur un châssis en bois brut,
gisait ce que la rivière avait donné. La silhouette d'un homme, noirci par l'eau, les vêtements collés, les cheveux plaqués sur le crâne. Son visage était pâle à la lumière de la lanterne, ses lèvres légèrement entr'ouvertes comme pour murmurer quelque chose de caché. Dame Constance s'approcha sans hésitation. Un long moment, elle baissa les yeux, ses mains gantées immobiles et fermes. Puis elle dit « C'est mon mari ». Hastings retint son souffle. Le mot retentit comme une pierre. Mais Lady Constance, Sir Reginald Whitfield est mort depuis 7 mois. En effet, dit-elle. Sa voix était restée ferme, même si ses joues avaient perdu toute couleur. Nous l'avons enterré en novembre. Un silence s'abattit sur l'assemblée. Poirot se pencha, le regard perçant, scrutant les traits du corps retrouvé. Il toucha délicatement le manteau, remarquant le tissu, la boue sur les chaussures, l'absence de certains signes révélateurs. Puis, se redressant, il regarda la veuve avec une intensité grave. « Madame, dit-il doucement, il y a là quelque chose de très curieux. Soit cet homme n'est pas votre mari, soit, madame, quelqu'un a été enterré à sa place. » Miss Brent poussa un petit cri, étouffé aussitôt derrière son mouchoir. Le docteur Archer tremblait de sang-froid, son regard fuyant comme s'il cherchait à s'échapper. Lady Constance, immobile, ne regardait ni à gauche ni à droite. « La rivière, » murmura Poirot, presque pour lui-même. « Garde ce qu'on lui donne. Mais parfois, Hastings, elle le rend aussi quand le moment est venu. » Chapitre 3. L'arrivée des questions. Le lendemain matin, pâle et indécis, la rivière enveloppée de brume tel un rideau hésitant à se lever. Les pelouses de l'hôtel Larkspur scintillaient de rosée, et le monde semblait silencieux, comme si la nature elle-même souhaitait chuchoter les révélations de la nuit. Hastings se réveilla tôt, agité, son esprit rejoint la vision du noyer et l'étonnante déclaration de Lady Constance. « C'est mon mari. » Les mots résonnèrent comme un glas dans ses pensées. La dame avait-elle perdu la raison dans le chagrin? Ou y avait-il vraiment une substitution macabre dans le cercueil enterré 7 mois plus tôt? En bas, la salle du petit-déjeuner était tamisée. Les invités parlaient à voix basse, et chaque cliquetis de couvert résonnait de manière excessive. Madame Doran présidait avec son air de bienséance habituel, mais ses lèvres étaient plus fines que d'habitude. Les yeux de mademoiselle Brent étaient cernés de rose, bien qu'elle les tamponnât avec précision, et continua à préparer les toasts de Lady Constance avec la dévotion d'une servante. Le colonel Burroughs marmonnait sombrement des « affaires maudites » et un outrage aux bonnes mœurs de l'Angleterre. Madame Veil semblait se délecter de cette tension, sirotant son café avec un intérêt languissant, comme si tout cet épisode était une pièce de théâtre où on lui avait offert un rôle principal. C'est à ce moment que Poirot entra. Il était impeccable comme toujours, ses chaussures vernies reflétant la lumière, ses moustaches parfaitement symétriques. Hastings s'émerveilla qu'un homme ayant passé la moitié de la nuit au bord de la rivière puisse paraître comme coincé entre des draps de lavande. « Mes amis, » dit Poirot en s'inclinant légèrement devant l'assemblée, « pardonnez l'intrusion de la tragédie dans votre repos. Pourtant, en pareilles circonstances, il est souvent préférable que les questions arrivent vite, tant que la mémoire est intacte. »« Des questions ?» grogna le colonel Burroughs. « Il me semble que la seule question est de savoir qui a joué ce vilain tour, si c'est un tour. Cet homme est mort et enterré. Laissez-le reposer en paix, je vous le dis. »« Hélas, colonel, » répondit Poirot d'une voix doucereuse, « les morts ne reposent pas toujours quand les vivants ont des affaires inachevées. C'est la vérité que j'ai apprise, même si je ne prétends pas qu'elle soit réconfortante. » Lady Constance n'était pas encore apparue. Miss Brent expliqua de sa petite voix tremblante que madame avait choisi de prendre son petit déjeuner dans sa chambre. Le docteur Archer était également absent, appelé, annonça le serveur, pour s'occuper des affaires du village. Edward, cependant, arriva en retard, les cheveux en bataille, les yeux cernés.
Il saisit une assiette et se laissa tomber sur sa chaise, avec la disgrâce d'un jeune homme offensé par les circonstances. « Eh bien, monsieur Poirot, dit-il en mordant dans un petit pain, vous êtes arrivé juste à temps, comme d'habitude. Dites-nous, à qui appartient ce corps? Car si l'Estmon perd, alors quelqu'un a menti, de façon spectaculaire. Si ce n'est pas le cas, alors ma mère s'est ridiculisée devant toute la maisonnée. »« Edward !» haleta Miss Brent. Mais Poirot leva la main sans s'offenser. « Vous êtes franc, monsieur, et la franchise est parfois utile. Pourtant, il faut être prudent. Les apparences sont trompeuses, comme disent les Anglais, comme le temps. » Il s'assit en face d'Hastings et tapota légèrement du doigt le linge. « Je vais commencer, si vous le permettez, par quelques petites questions. » La compagnie s'agita sur ses chaises. Madame Val se pencha en avant, impatiente. Le colonel Burroughs tira sur sa moustache avec un grognement. « Tout d'abord, » dit Poirot, « je dois vous demander, jeudi dernier à 1h moins 12, où étiez-vous chacun ?» Un murmure parcourut la table. Hastings, se souvenant de l'étrange carte qui accompagnait les lices. « Jeudi dernier, 12h48. » Ressentit le picotement de la reconnaissance. Madame Doran prit la parole la première. « Jeudi, à 12h40 ? J'étais aux cuisines, bien sûr. On s'occupe toujours du déjeuner à cette heure-là. » Le colonel Burroughs s'éclaircit la gorge. « Je marchais sur le chemin de halage, monsieur. Je prends 20 minutes chaque jour avant le déjeuner. Tant mieux pour la constitution. » Je répétais, dit madame Val d'un ton léger, des répliques de la duchesse de Malfi. Demandez à n'importe qui. Il pourrait même m'entendre déclamer à propos d'abricots empoisonnés. Mademoiselle Brent joignit les mains. J'écrivais des lettres pour madame. Oui, je m'en souviens, car le courrier part à 1h et je me suis dépêché de terminer. Edward ricana. J'étais en ville, si tu veux savoir. À Oxford, je suis rentré par le train du soir. Le chef de gare s'en souviendra. Poirot hocha gravement la tête à chaque réponse, les enregistrant dans sa mémoire avec la précision d'un joaillier sertisseur. Bon. Et Lady Constance elle-même? Mademoiselle Brent hésita. Elle se reposait, monsieur. Sa santé, vous comprenez, est fragile l'après-midi. Délicat, murmura Edward. C'est un mot. Les yeux de Poirot pétillèrent, mais son expression resta sérieuse. Alors, chacun a l'alibi de l'habitude, de la routine. Pourtant, mes amis, l'habitude est le voile le plus facile derrière lequel la vérité peut se cacher. Il se tourna soudain vers Hastings. « Tu te souviens, mon ami, de l'horloge du salon? Elle s'arrêtait à 4h12 ?»« Oui, » répondit Hastings, juste au moment où les lices arrivaient. Précisément. Une note, un symbole, 1h. Le donneur de fleurs joue avec les heures. À 12h48, un homme disparaît dans la rivière. À 4h12, l'horloge s'arrête. Ce ne sont pas des coïncidences. Non, non. Il y eut un silence, le temps que ses paroles se calment. Puis madame Val laissa échapper un léger rire. « Quel délire ! Si vous avez raison, monsieur Poirot, nous assistons à une représentation bien plus grandiose que toutes celles que j'ai données. J'espère seulement que le public survivra jusqu'au rideau final. » Edward fronça les sourcils. Avec toutes ces énigmes, pourquoi ne pas simplement demander au policier fluvial à qui appartenait ce corps? La police, dit doucement Poirot, fera son devoir. Elle mesurera, pèsera et enregistrera. Mais il y a des vérités qui ne résident pas dans le corps, mais dans l'âme, mon jeune homme. Et pour celle-là, Hercule Poirot doit poser ces petites questions. Il se renversa en arrière, les doigts serrés, son regard parcourant lentement la table. Oui, la vérité est ici, dans cette pièce. Je la sens, comme on sent un courant d'air par une fenêtre fermée. Elle viendra, mes amis. Elle vient toujours. Chapitre 4. Les questions s'approfondissent. La brume qui avait recouvert le fleuve toute la matinée s'estompa progressivement à mesure que le soleil montait, sans toutefois se dissiper complètement. Elle persistait plutôt comme un voile qui refusait d'être levé.
Poirot déclara qu'un tel temps lui convenait. « C'est mon ami, » dit-il à Hastings tandis qu'il flânait sur la terrasse après le petit déjeuner. « Un temps propice aux confidences. Les gens se sentent moins observés. Ils croient pouvoir se cacher derrière un peu de brouillard. Mais moi, j'ai des yeux qui percent la brume aussi facilement que l'air pur. » Hastings, bien qu'habitué aux fioritures de son ami, ne pouvait nier l'impatience qui l'animait. Poirot avait déjà mis la maison en émoi. Les domestiques chuchotaient, les invités échangèrent des regards inquiets, et dans chaque couloir résonnait l'incomparable sensation de secret qui cherchait à s'échapper. Madame Doran avait accordé à Poirot le petit salon lambrissé de chêne pour ses « interviews », comme elle les appelait, même si elle prononçait ce mot avec dégoût. Elle détestait être dérangée, et Poirot, bien qu'impeccablement poli, était la perturbation incarnée. Mademoiselle Brent, Miss Brent, fut la première appelée. Elle entra, serrant son papier à lettres comme un bouclier. Poirot, avec une courtoisie raffinée, lui plaça une chaise et lui offrit du thé, qu'elle déclina d'un geste de la main. « Mademoiselle, » commença Poirot, « vous êtes la compagne de Lady Constance. Vous connaissez ses habitudes, ses pensées, ses chagrins, n'est-ce pas ?» Les yeux de mademoiselle Brent s'emplirent d'une loyauté inquiète. Madame a supporté son chagrin avec la plus grande dignité. Je ne pourrais espérer égaler sa force. Ah, mais le chagrin, c'est une chose curieuse. Parfois il aveugle, parfois il éclaire. Dites-moi, quand sœur Reginald a été enterrée, l'avez-vous vue vous-même ? Miss Brent haleta. Je n'y ai pas été autorisée. Lady Constance a trouvé cela trop pénible. Seul le médecin et l'entrepreneur des pompes funèbres. Elle hésita, le rouge lui montant aux joues. Les moustaches de Poirot frémirent, juste comme ça. Et pourtant, voyez-vous, sans le regard de la famille, sans le regard de l'affection qui peut être certain de son identité. C'est une question, n'est-ce pas ? Mademoiselle Brent froissa son papier. Vous ne voulez pas dire. Je ne veux rien dire. J'observe, c'est tout. Poirot se pencha. Et jeudi dernier, vous écriviez des lettres, n'est-ce pas ? Pour madame. Est-ce que l'une de ces lettres concernait son défunt mari ? Elle cligna rapidement des yeux. Il y en avait une, oui. Chez le notaire. Affaire de succession. Bien. Je vous remercie, mademoiselle. Vous êtes dévouée, c'est évident. Mais la dévotion, elle aussi, peut devenir un bandeau. Renvoyée, elle a failli fuir la pièce, l'odeur de l'eau de lavande traînant derrière elle. Colonel Burroughs. Le colonel entra ensuite, criant d'indignation. Ces questions sont absurdes. Mais allez-y, Poirot. Je n'ai rien à cacher. Poirot sourit avec bienveillance. Ce sont toujours ceux qui disent n'avoir rien à cacher qui m'intéressent le plus, colonel. Burroughs grogna mais resta assis. Je marche tous les jours à 12h40, comme je te l'ai dit. Je n'ai rien vu d'anormal, sauf... Eh bien, il y avait un type près du hangar à bateau. Je le prenais pour un pêcheur. À Fisherman. Describe-him, s'il vous plaît. Un type assez grand, casquette baissée, col de manteau relevé. Il n'aimait pas mon allure. Il me tournait le dos. Il avait un paquet sur lui, long, étroit, emballé dans du marron. Les yeux de Poirot brillèrent. Comme des fleurs, peut-être. Hein ? Eh bien oui, c'est possible. Ça ne m'a pas frappé sur le moment. Poirot hocha la tête. Vous êtes un soldat, colonel. Vous voyez beaucoup de choses. Vous vous souvenez plus que vous ne le pensez. Très bien. C'est tout. Madame Weil. Elle entra dans un froissement de soie et un sourire amusé. Quel plaisir, monsieur Poirot, d'être interrogé comme un conspirateur dans un mélodrame. Dois-je tout avouer immédiatement pour vous épargner cette peine ? Avouez, madame, si cela vous plaît, dit Poirot en s'inclinant. Mais avouez quoi ? À l'ennui, dit-elle en riant, à la vanité, à la satisfaction que quelque chose ait agité ses eaux paisibles. Poirot la regarda avec perspicacité. Vous jouez la comédie, madame, mais vous observez. Vous disiez hier que les lys étaient épouvantables, qu'il sentait le rappel. Pourquoi un rappel ? Elle tapota son étui à cigarette. Parce que les lys sont synonymes de fin, monsieur. Il clôturait la pièce, et quelqu'un, semble-t-il, a décidé que la pièce de Sir Reginald Whitfield n'était pas encore terminée.
Poirot inclina la tête. Une actrice, elle connaît le pouvoir du timing. Merci, madame. Je pense que vous ne manquerez pas un seul instant de ce drame. Edward Whitfield. Edward entra nonchalamment, le défi dans chacun de ses mouvements. Il se laissa tomber sur une chaise sans attendre qu'on l'invite. « Très bien, Poirot, allons-y. Tu crois que j'en sais plus que je ne le dis. Tout le monde le pense. » Poirot croisa les doigts. « Ce n'est pas ce que je pense, monsieur, mais ce qu'ouist. »« Tu n'aimais pas ton père ?» Édouard eut un rire bref et dur. « Détester ?» Je le détestais. Froid comme la pierre, tout en devoir et sans chaleur. Ma mère le vénérait. Il ne pouvait rien faire de mal. Mais c'était un tyran à la maison. « Et dans le testament, peut-être ?» suggéra doucement Poirot. Édouard se raidit. « Si tu veux savoir, oui, le testament était strict. Allocation, administrateur, conditions. Je suis traité comme un écolier. Et maintenant, si c'est une horrible fraude, s'il est vivant, alors je ne serai jamais libre. » Sa voix se brisa et il se mordit la lèvre avec acharnement. Poirot l'observa attentivement. « Vous êtes passionné, monsieur. Mais la passion peut obscurcir le jugement. Souvenez-vous-en. » Edward rejeta sa chaise en arrière et sortit en trombe. Lorsque la porte se referma, Hastings soupira. « Eh bien, Poirot, qu'en penses-tu ? Ils semblent tous avoir des secrets, d'une manière ou d'une autre. » Poirot sourit faiblement. « Exactement, Hastings. Elles sont comme les lys eux-mêmes, blanches, pures, mais à l'intérieur, le pollen tache tout ce qu'il touche. Il faut faire attention à ne pas les effleurer sans précaution. » Il se tapota la tempe. « Je vois déjà des schémas. L'heure, la rivière, le paquet, la dévotion, la haine. Tout commence à prendre forme. Mais il nous faut encore plus de filles. La vérité, elle se cache, mais elle ne peut pas se cacher éternellement. » Chapitre 5. Les fausses pistes. À l'annonce du déjeuner, l'hôtel avait pris l'atmosphère tendue d'une garnison assiégée. Les conversations n'étaient qu'un murmure, et même le cliquetis des couverts semblait étouffé, comme si la salle elle-même s'efforçait d'écouter. Madame Doran présidait avec un calme apparent, mais on sentait derrière ses yeux qu'elle répétait des leçons sévères à quiconque osait ternir la réputation de son établissement par un scandale. Poirot et Hastings rejoigniraient la table un peu tard. Hastings observa la multitude de visages, conscient que chacun portait une marque d'inquiétude. Mademoiselle Brent semblait pincée, le colonel Burroughs se tenait plus droit que d'habitude, Edward jouait avec sa fourchette sans appétit, et Madame Vell paraissait rayonnante, comme nourrie par l'intrigue. Lady Constance avait de nouveau choisi de s'absenter. Sa présence était ressentie comme une lacune dans le décor, plus imposante par son absence que par sa présence. Le docteur Archer revint enfin du village, l'air vif, ses vêtements impeccables, malgré une légère humidité autour des poignets qui suggérait un lavage hâtif. « Commission médicale », expliqua-t-il d'une voix douce, avant que quiconque puisse poser la question. C'est pendant le repas de poisson que le premier soupçon se fit jour. Le colonel Burroughs, qui n'hésitait jamais une fois sa décision prise, s'adressa directement à Poirot. « Écoutez, monsieur, dit-il, c'est bien beau de tergiverser sur les alibis et les lys, mais je parie que la réponse est simple. Ce docteur, Archer, a la main mise sur la maison depuis la mort du vieux baronnet. Certificat, médicaments, Dieu sait quoi d'autre. Si le corps de Sir Reginald est retrouvé dans 7 mois, je dis qu'il faut chercher l'homme qui a signé les papiers. » La table se figea. Mademoiselle Brent émit un léger cri de protestation. Madame Vell se pencha en avant, les yeux brillants, et Edward leva brusquement les yeux, l'air indéchiffrable. Le calme du docteur Archer ne vacilla pas, même si ses lèvres s'amincirent. « Colonel, vous dépassez les bornes. J'ai signé le certificat de décès de Sir Reginald, car l'homme était, selon toute vraisemblance, mort. Insuffisance cardiaque. Rien d'anormal. Affaiblissement cardiaque, aboya Burroughs. Pratique, hein? Ça ne laisse aucune trace. Et maintenant, voilà, le gaillard flotte sur la Tamise. Explique-moi que... » Poirot leva la main,
calme mais autoritaire. « Messieurs, mesdames, ne nous disputons pas à table. Colonel Burroughs, vous soulevez un point que d'autres, moins directs, pourraient également penser. Permettez-moi de répondre au nom du docteur Archer. Il est vrai qu'un médecin peut se tromper. Ah, mais oui, le pouls faible, la respiration saccadée, l'apparence de la mort. De telles choses ne sont pas inconnues. Mais prendre un homme vivant pour un cadavre et l'enterrer, cela exige plus qu'une erreur, cela exige une planification. Et une planification, c'est l'œuvre de plusieurs. Les épaules du docteur Archer se détendirent légèrement. Il inclina la tête vers Poirot. « Merci, monsieur. Mais je ne trouve pas une telle suggestion rassurante. » Madame Val laissa échapper un rire ravi. « C'est macabre. Un homme enterré vivant pour finalement ressusciter de la rivière? Quelle comédie !» Edward posa sa fourchette d'un coup sec. « Vous prenez ça pour un divertissement, Madame Vale, mais c'est de mon père que vous parlez. »« Ton père ?» répondit-elle doucement. « Ou l'homme qui a pris sa place ?» L'échange fut interrompu par l'arrivée d'un messager de la police locale. Il portait un papier plié qu'il présenta à Poirot avec une certaine cérémonie. Poirot l'ouvrit, en parcourut le contenu et laissa un sourcil se lever. « Mes amis, dit-il, nous avons des informations. Le corps est bien celui de Sir Reginald Whitfield. La police est convaincue de son identité, sans l'ombre d'un doute. » Un frisson parcourut la pièce. Edward repoussa sa chaise et quitta la table sans un mot. Mademoiselle Brent s'essuya les yeux avec un mouchoir tremblant. Le colonel Burroughs murmura « Alors c'est un meurtre, aussi sûr que mon nom. » Poirot plia le papier avec précaution. « Pas si vite, colonel. Nous savons que le corps est celui de Sir Reginald. Ce que nous ignorons encore, c'est quand... Est-il vraiment mort? En novembre, comme le monde le croyait, ou il y a quelques jours seulement, lorsque le fleuve l'a livré? Hastings le fixa du regard. « Mais, Poirot, ça voudrait dire... » « Exactement, Hastings. Cela signifierait que l'enterrement était une mascarade, une tromperie. Quelqu'un a voulu faire croire au monde que Sir Reginald était parti, alors qu'en réalité il était toujours vivant. Et maintenant qu'il était vraiment mort, la supercherie se défait. Le malaise se transforma en vague. Les invités échangèrent des regards accusateurs. Poirot se leva, sa petite silhouette imposante malgré le tumulte. Une chose est sûre, quelqu'un ici en sait plus qu'il ne l'avoue. Je n'accuse pas encore. Mais attention, la vérité comme le fleuve ne sera jamais endiguée. Ce soir-là, Hastings se retrouva avec Poirot sur la terrasse. L'air était frais, la brume argentée sous la lune. « Qu'en penses-tu, Poirot ?» demanda Hastings. « Archer est-il coupable ?» Poirot sourit faiblement. « Ah, mon ami, vous sautez, comme toujours, à la conclusion qui s'impose. Le docteur Archer est peut-être coupable, ou il est peut-être lui-même victime de manipulation. Souvenez-vous de ceci. Lorsque tous les regards se tournent vers la même direction, c'est souvent parce que le véritable coupable le souhaite. Regardez, vous voyez le leurre nager, brillant et évident, mais le vrai poisson se cache en dessous. » Il marqua une pause, les mains jointes dans le dos, le regard rivé sur la courbe sombre du fleuve. « Non, Hastings, nous n'avons pas encore atteint la vérité. Nous venons seulement d'entrer dans les eaux, mais déjà, je sens le courant. » Chapitre 6. Un indice détaillé. Le lendemain, lumineux et fragile, la brume dissipée par un soleil d'avril qui semblait déterminé à exposer tout ce qu'il touchait. Pourtant, malgré la joie qui régnait sur les pelouses, la maisonnée restait sous le charme, car la révélation de la découverte du corps de Sir Reginald ne pouvait être digérée aussi vite. Chaque invité marchait plus doucement, parlait avec plus de prudence, comme si ses pas pouvaient laisser une trace. Poirot ne se pressait pas. Il déjeunait de petits pains et de chocolat, prenant un soin méticuleux des miettes de sa moustache. Hastings, dont l'appétit avait souffert de la fatigue, trouvait cette nonchalance presque exaspérante. « Poirot, dit-il, comment peux-tu rester assis là comme si de rien n'était? Sir Reginald a refait surface dans la rivière après 7 mois, et tu manges ton petit déjeuner comme si nous étions en vacances. »« Mon cher Hastings, répondit Poirot,
Se priver de nourriture ne fait pas fonctionner nos petites cellules grises. Au contraire, un esprit bien nourri est un esprit ordonné. Et l'ordre, c'est ce qu'il nous faut. Il posa sa tasse avec précision et se pencha en avant. Voyez-vous, la question n'est pas seulement OMS tu es sûr. Reginald. Second, s'il était mort en novembre, alors une grande supercherie a été montée. S'il est mort seulement cette semaine, alors tout ce qui s'est passé depuis son enterrement n'est qu'un jeu d'ombre. Quoi qu'il en soit, mon ami, le théâtre du crime est une scène soigneusement préparée. La découverte du salon. Après le petit déjeuner, Poirot proposa une promenade dans les salons. Hastings le suivit, toujours aussi curieux. Dans le salon, où les lys avaient été exposés pour la première fois, Poirot s'arrêta devant l'horloge de la cheminée. Cette même horloge qu'Hastings avait remarquée arrêtée à 4h12. « Ça marche maintenant », a observé Hastings. « Oui », dit Poirot. « Par la réparer, n'est-ce pas ? Mais regardez de plus près. » Hastings se pencha. « Cela me semble normal. » Poirot prit un petit coupe-papier sur le bureau et tâta doucement sous le boîtier. Quelque chose de fin et de sombre était coincé contre le mécanisme. D'une main délicate, Poirot le retira. Un morceau de ruban, humide et légèrement parfumé à l'herbe de rivière. « Un ruban » s'exclama Hastings. « Pas n'importe quel ruban, » corrigea Poirot. Il le renifla une fois de plus. De la soie, noire, comme celle qu'on utilise pour les couronnes de deuil. Ne vois-tu pas, mon ami, l'horloge ne s'est pas arrêtée d'elle-même. Elle était arrêtée, tout à fait délibérément. Quelqu'un a calé ce fragment pour marquer une heure. 4h12. Et le ruban. Ah, murmurent à la fois la rivière et les lys. Hastings frissonna. Mais qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? Les yeux de Poirot brillèrent. Cela signifie, Hastings, que notre visiteur aux fleurs n'est pas venu simplement pour délivrer un message. Il est venu rappeler une vérité liée à une époque. Poirot et le portier Poirot envoya chercher Parr, le portier, et l'interrogea avec sa manière douce mais implacable. « Dis-moi, mon brave, qui est entré dans cette pièce entre le déjeuner et le thé jeudi dernier ?» Parr se frotta le menton. « La plupart, monsieur. Mademoiselle Brent est venue pour ses travaux d'aiguille. Le colonel avait un devoir. Le docteur Archer est passé par là en se rendant au jardin. Et Lady Constance, même si elle n'est jamais restée longtemps. Et Edward ?» Parr hocha la tête. « Le jeune monsieur Whitfield aussi, oui. » Il cherchait un étui à cigarette qu'il avait égaré. Le regard de Poirot s'aiguisa. « L'a-t-il trouvé ?»« Je ne peux pas le dire, monsieur. Il est sorti en marmonnant, c'est tout. » Bon. Et encore une chose. Ce porte-parapluie dans l'entrée. Contenait-il, jeudi, un parapluie n'appartenant pas à la maison? Parr fronça les sourcils. Maintenant que tu le dis, il y en avait un. Noir, costaud, pas comme celui de nos invités. Il a disparu le soir. Poirot rayonnait. Merci, Parr. Tu as toujours le regard d'un soldat. Le gant. Plus tard dans l'après-midi, alors qu'il parcourait le chemin de halage, Hastings fit une découverte. À l'orée des roseaux, à moitié caché dans l'herbe, gisait un unique gant noir, taille femme, finement cousu, le genre de gant que Lady Constance pourrait porter. Hastings l'apporta à Poirot, fier de sa trouvaille. Poirot l'examina sans enthousiasme. Très intéressant. Mais remarquez, Hastings, le gant est humide, certes, mais pas trempé. Il est là depuis peut-être un jour, pas une semaine. Et regardez, voyez la déchirure à la couture? Il s'est accroché à quelque chose de pointu. Une branche peut-être, ou... Il leva les yeux vers le hangar à bateau, ou un clou dans le bordé. Alors on se demande, quelle dame est passée par ici, et pourquoi n'est-elle pas revenue chercher son gant? Une femme sait quand elle a perdu un gant. Toujours, Hastings. Lady Constance? Suggéra Hastings. Poirot secoua la tête. Peut-être. Mais aussi mademoiselle Brent ou madame Vail. Non, non, on ne peut pas sauter. Pourtant je dis ceci. Le gant nous indique qu'une dame s'est approchée de l'endroit où sir Reginald a été retrouvée. Et c'est, mon ami, un détail de la plus haute importance. Ce soir-là, Poirot rassembla Hastings près du feu. «
Nous avons maintenant, voyez-vous, un ruban, une horloge, un parapluie et un gant. De petites choses, n'est-ce pas? Mais un meurtre, Hastings, est fait de petites choses. C'est comme une mosaïque. Chaque fragment est insignifiant individuellement, mais ensemble, ils forment un tableau. Il marqua une pause, les yeux pétillants. Quelqu'un ici craint ces petites choses. Et bientôt, ils craindront Hercule Poirot. Chapitre 7. D'autres mensonges font surface. Le lendemain matin, l'air du Larkspur était chargé de tension. Les domestiques se dépêchaient, les pieds plus souples, et même l'air glacial habituel de Madame Doran était teinté d'une pointe de tension. Les clients, qui d'ordinaire se seraient dispersés pour faire du bateau ou des promenades à la campagne, s'attardaient dans les coins, murmurant. Le corps retrouvé de Sir Reginald avait transformé l'hôtel en une sorte de tribunal, mi-prison. Poirot, cependant, ne semblait pas troublé. Il apparut au petit déjeuner dans un costume gris impeccablement repassé, la moustache cirée comme un signe d'autorité. Hastings, le regardant beurrer un petit pain avec la sérénité d'un homme qui n'a jamais connu le tumulte, ressentit à nouveau l'étrange assurance que lui apportait son ami. L'ordre, aussi profondément enfoui fût-il, allait bientôt refaire surface. « Mon cher Hastings, » murmura Poirot, « aujourd'hui, nous tirons le rideau, et la scène ne sera pas aussi belle. Les mensonges, ah, ils prolifèrent comme les mauvaises herbes dans un jardin négligé. Il faut commencer à les arracher. » Le secret du docteur. Après le petit déjeuner, Poirot demanda un entretien privé avec le docteur Archer. Ils se retirèrent dans la bibliothèque, en présence discrète de Hastings. Poirot commença doucement. « Docteur Archer, vous avez signé le certificat de décès de Sir Reginald. Dites-moi, étiez-vous aussi son médecin de son vivant ?»« Oui, » répondit Archer, même si son ton manquait de sérénité. « Je l'ai soigné pendant des années. Son cœur était faible. Ce n'était pas inattendu. Ce n'est pas surprenant, » répéta Poirot. « Et pourtant, la veuve n'a pas vu le corps. Et le fils, il était à Oxford, n'est-ce pas? Donc, en vérité, seul vous et l'entrepreneur de pompes funèbres avez certifié ce que tous ont accepté. » Archer se hérissa. « Suggérez-vous une faute professionnelle, monsieur? Je vous assure que Sir Reginald était mort. » Poirot inclina la tête. « Et pourtant, son corps repose maintenant à la morgue de la police. Dites-moi, auriez-vous aidé Lady Constance à éviter une enquête? Une veuve préfère souvent l'intimité. » Archer hésita, puis soupira. « Oui. » Elle l'a supplié. Elle a dit que la publicité serait intolérable. Eh bien, je n'ai pas résisté. Cela semblait être une gentillesse. Ou une dissimulation, murmura Poirot. Merci, docteur. Je ne juge pas, je constate. Le malaise du vicaire. Plus tard, Poirot rencontra le révérend Pemberton dans le jardin, se caressant nerveusement l'arête du nez. « Monsieur le curé, » dit doucement Poirot, « vous êtes troublé. » Le vicaire sursauta. « Nous sommes tous inquiets, monsieur. Mais certains plus que d'autres. Dites-moi, avez-vous souvent rendu visite à Lady Constance après la mort supposée de son mari? » « Je l'ai fait. Elle cherchait du réconfort, mais... » Sa voix baissa. Il y avait des rumeurs dans le village, voyez-vous. On disait que Sir Reginald avait été vu se promener au crépuscule, des semaines après son enterrement. Je les ai écartés, pensant qu'il s'agissait de superstition. Maintenant, j'en suis moins certain. Le regard de Poirot s'aiguisa. Les murmures sont souvent l'écho de la vérité. Merci, monsieur. Vous m'avez donné matière à réflexion. Madame Vale révèle. Cet après-midi-là, Poirot invita Madame Vale au petit salon. Elle vint avec empressement, ses soies bruissant, son parfum la suivant. « Vous aimez le théâtre, madame, » dit Poirot. « Mais le théâtre comporte de nombreux actes. Faites-nous entendre le vôtre. » Elle rit. « Très bien. Puisque vous me le demandez, oui, j'ai connu Sir Reginald. Nous nous sommes rencontrés à Londres il y a des années, avant son mariage. Un flirt, rien de plus. Mais quand je suis arrivé ici et que j'ai vu Lady Constance, j'ai tout de suite compris qu'elle était au courant. Oh, elle n'a jamais parlé, mais elle a le regard d'une femme qui se souvient. Et Sir Reginald a-t-il continué cette amitié au cours des années suivantes?
demanda Poirot. Elle pencha la tête. Peut-être, peut-être pas. Mais dites-moi, ne seriez-vous pas amusé, monsieur Poirot, si Lady Constance, modèle de dignité, avait plus de raison que quiconque de souhaiter le départ de son mari? Poirot la regarda fixement. Ça m'amuse, madame? Non, mais ça m'intéresse beaucoup. La colère d'Edward Whitfield était moins communicatif. Lorsque Poirot le chercha, il arpentait la terrasse comme un animal en cage. « Et maintenant » s'exclama Edward. « Une autre série de questions? Je t'ai tout dit. Néanmoins, monsieur, j'insiste. Dites-moi, votre pension dépendait-elle des administrateurs de votre père? » Le visage d'Edward se durcit. « Oui, il a tout ficelé. Je n'avais rien à moi. Toujours l'écolier, jamais l'homme. Et s'il avait vécu, vraiment vécu, ces 7 mois, qu'arriverait-il alors? » Les yeux d'Edward lancèrent des éclairs. « Alors ma vie n'a été qu'un mensonge. Et si quelqu'un ici savait, s'ils me l'ont caché, alors pardieu, je... » Il s'interrompit, les poings serrés. Poirot posa la main sur sa manche. « Attention, mon jeune homme, la colère peut vous trahir. Souvenez-vous, la vérité, elle finira par refaire surface, comme un corps dans les roseaux. Patience. » La réflexion de Poirot. Ce soir-là, dans l'isolement de leur salon commun, Hastings ne put plus se retenir. « Eh bien, Poirot, demanda-t-il, qu'en pensez-vous? Mensonge sur mensonge, et pourtant nous ne sommes pas plus près du meurtrier. » Poirot était assis, les doigts joints, le regard perdu dans le vide. « Au contraire, Hastings, nous sommes plus proches que jamais. Chaque mensonge est un tremplin. Le médecin cache une concession, le vicaire une rumeur, l'actrice un passé, le fils sa colère, la veuve son silence. Qu'est-ce qu'un mensonge, mon ami, sinon admettre que la vérité est dangereuse? » Il se pencha en avant, les yeux brillants. « Soyez attentifs. Bientôt, la vérité percera ses mensonges comme le soleil perce le brouillard. Et quand ce sera le cas, la révélation sera brûlante. » Chapitre 8. Le tournant émotionnel. L'atmosphère de l'hôtel Larkspur était devenue presque insupportable. Les repas s'écoulaient dans une politesse fragile, les voix trop aiguës ou trop basses, le grincement des couverts grinçant dans le silence. Même la main de fer de Madame Doran laissait paraître des fissures. Un vase enlevé, une réprimande plus sèche que prévu, ses yeux se fixant sur Poirot comme pour lui demander combien de temps cette intrusion allait durer. Poirot lui-même demeurait sereinement implacable. Il observait, écoutait, prenait des notes dans son petit carnet avec une précision déconcertante. Hastings, l'observant, ne comprenait pas comment un tel calme pouvait perdurer au milieu d'une telle tension. « Poirot, » murmura-t-il en entrant dans le salon après le dîner, « quelqu'un va bientôt craquer. Tu le vois bien. » Les moustaches de Poirot frémirent. « Mais oui, mon ami, c'est exactement ce que j'attends. La pression monte, le silence pèse, et puis, pop, une confession, ou du moins un fragment. C'est la loi de la psychologie. » Il n'avait pas tort. La fissure dans Miss Brent. Ce fut mademoiselle Brent qui hésita la première. Elle avait pris place aux côtés de Lady Constance comme à son habitude, arrangeant ses ouvrages avec la dévotion d'une servante. Mais ses doigts tremblaient et son fil se nouait désespérément. Lorsqu'elle enfonça enfin son aiguille dans le tissu avec une force inutile, elle sursauta elle-même. « Mademoiselle Brent ?» La voix de Lady Constance était sèche. Mademoiselle Brent se leva brusquement, les joues rouges. « Je ne peux pas supporter ça !» s'écria-t-elle. Le silence se fit dans la salle. « Je ne peux pas rester ici à faire comme si de rien n'était. C'est mal, terriblement mal. » Poirot se leva doucement, les mains écartées. « Mademoiselle, calmez-vous. Asseyez-vous et dites-nous ce qui ne va pas. » Ses yeux se remplirent de larmes. Son sang-froid s'effrita. « Je l'ai vu, » murmura-t-elle. « J'ai vu Sir Reginald des semaines après son enterrement. » Un halètement collectif parcourut la pièce. Le colonel Burroughs murmura « Bon Dieu !»
Edward se redressa d'un bond. Lady Constance serre le poing sur l'accoudoir de son fauteuil. « Vous l'avez vu ?» répéta doucement Poirot. « Quand, mademoiselle ?»« C'était en janvier, » dit-elle d'une voix tremblante. « Je me promenais près du verger au crépuscule. J'ai vu un homme près du portail, grand, large, le chapeau enfoncé. J'ai cru à un fantôme, je le jure. Mais lorsqu'il a tourné la tête, la lumière de la lampe l'a éclairé. C'était Sir Reginald. Je reconnaîtrais ce visage entre mille. Le silence qui suivit était épais comme de la laine. « Pourquoi ne l'as-tu pas dit ?» demanda Poirot. Mademoiselle Brent se tordit les mains. « Madame l'a interdit. Elle a dit que c'était absurde, un effet de lumière. Elle a dit que si j'en parlais encore, elle me congédierait. Je ne pouvais pas perdre ma place. » Ses yeux se tournèrent d'un air suppliant vers dame Constance, assise, raide comme le marbre. « J'ai obéi à vos ordres, madame. Mais je sais ce que j'ai vu, la fureur de Lady Constance. » Lady Constance se leva avec une dignité d'autant plus terrible que son immobilité était si grande. « Alice, dit-elle froidement, vous êtes une femme folle et hystérique. Vous avez imaginé ce que vous désiriez voir. Mon mari était mort. Il était dans sa tombe. Prétendre le contraire est à la fois insultant et obscène. Mais madame, intervint doucement Poirot, vous n'avez pas vu le corps vous-même. » Ses yeux se tournèrent vers lui, brillants. « Monsieur Poirot, je vous dis que mon mari est mort. Je vous le dis, et vous me croirez. »« Non, madame, » dit doucement Poirot, « je ne croirai que la vérité. Et la vérité, elle a une façon de se montrer, même contre la volonté de la plus fière des dames. » Pour la première fois, le sang-froid de Lady Constance vacilla. Ses lèvres se pincèrent, ses mains tremblèrent légèrement sur le dossier de sa chaise. Puis, se maîtrisant, elle quitta la pièce d'un pas décidé. Madame Brent fondit en larmes. La demi-confession du vicaire. Le révérend Pemberton, comme poussé par le poids de l'instant, prit ensuite la parole. « Moi aussi je l'ai vu. » Ces mots tombèrent doucement, mais avec la force de la conviction. Tous les regards se tournèrent. « En février, poursuivit-il en se caressant l'arête du nez, près du sentier de la rivière. Une silhouette, indéniablement Sir Reginald. Il s'est dirigé vers les arbres et a disparu. Je me suis tu, pensant que c'était une fantaisie du chagrin. Mais maintenant, avec l'aveu de mademoiselle Brent, il soupira profondément. Je n'en peux plus. Sir Reginald a vécu sur cette terre bien après son enterrement. Je ne peux pas le nier. Hastings frissonna. Alors tout ce temps... Exactement, mon ami, dit Poirot, les yeux brillants. L'enterrement était une mascarade, une tromperie soigneusement orchestrée. Et la question est, pourquoi? Et à qui en a-t-il profité? La réflexion de Poirot. Plus tard, dans leur chambre, Hastings arpentait la pièce, agité. Poirot, c'est monstrueux. Un homme qu'on croyait mort, marchant sans être vu, caché de sa propre famille. Quelle raison pourrait-il bien y avoir? Poirot, bien installé dans son fauteuil, croisa les mains. Il y a toujours des raisons, Hastings. L'argent, la réputation, l'amour, la peur. L'une d'elles est la clé, je vous le promets. Et ceux qui ont menti, ont menti parce que la vérité était plus dangereuse que le silence. Il regarda la rivière obscure, à l'extérieur, dont la surface scintillait sous la lumière des étoiles. Nous approchons, mon ami, du cœur du labyrinthe. Bientôt, le Minotaure se montrera. Chapitre 9. Le piège. Le lendemain de la crise de mademoiselle Brent et de la confession réticente du vicaire, l'hôtel Larkspur avait changé. Ce qui avait été autrefois une retenue distinguée ressemblait désormais à un siège. Les invités se déplaçaient avec prudence, s'observant les uns les autres comme si chaque regard dissimulait une accusation. Madame Doran, toujours aussi digne, arpentait les couloirs, les lèvres pincées en une ligne si nette qu'elle aurait pu trancher du papier. Poirot, au contraire, semblait d'excellente humeur.
Après le petit déjeuner, il flânait sur la terrasse, les mains croisées dans le dos, s'arrêtant de temps à autre pour admirer les tulipes ou lisser une tache sur sa manchette immaculée. Hastings, qui l'observait, était perplexe. « Poirot !» s'exclama-t-il. « Vous vous comportez comme s'il s'agissait de vacances à la campagne plutôt que d'une maison hantée par des mensonges. » Et un cadavre de la rivière. Les yeux de Poirot pétillèrent. Mais Hastings, c'est précisément quand la maison tremble qu'Hercule Poirot marche le plus légèrement. Il ne faut pas effrayer les oiseaux quand on tend le filet. Pour saisir la vérité, il faut la laisser se croire libre. « Et ton filet est-il prêt ?» Poirot inclina la tête. « Presque. Aujourd'hui on tire un peu. » Le rassemblement. Cet après-midi-là, Poirot invita tous les principaux invités à se rassembler dans le salon. Sa requête fut formulée avec tant de politesse que même Lady Constance, malgré sa désapprobation, accepta. La compagnie se rassembla. Lady Constance, pâle mais impérieuse, Edward agité, la mâchoire serrée, Miss Brent soumise et en signe d'excuse, le docteur Archer, les mains jointes comme pour calmer leur tremblement, Madame Vale se penchant en arrière avec l'air d'un spectateur amusé, le colonel Burroughs gonflé d'une juste indignation, et le révérend Pemberton, anxieux et en sueur. Poirot se tenait devant la cheminée, à l'endroit même où les lys avaient été déposés pour la première fois, et s'éclaircit délicatement la gorge. « Mesdames et messieurs, commença-t-il, nous nous trouvons dans une situation des plus graves. Sir Reginald Whitfield, que l'on croyait enterré en novembre, a en fait été retrouvé dans la rivière. 2 d'entre vous. » Il inclina la tête vers mademoiselle Brent et le révérend. « Ont admis l'avoir vu vivant dans les semaines qui ont suivi. Qu'est-ce que cela nous apprend ? Qu'une tromperie a été pratiquée sur tous, et que cette tromperie a nécessité des complices. » Les yeux de Lady Constance lancèrent des éclairs. « Monsieur Poirot, cette inquisition est intolérable. Vous n'avez aucune autorité ici. »« Madame, » dit doucement Poirot, « la vérité elle-même est la plus haute autorité. Et la vérité, elle est impatiente. » Le premier piège Poirot se tourna vers le docteur Archer. « Docteur, vous avez signé le certificat de décès. Vous avez admis que le corps n'avait été vu ni par la veuve ni par le fils. Une gentillesse, avez-vous dit. Mais était-ce de la gentillesse ou de la complicité ?» Le visage d'Archer s'empourpra. « Je te le répète, Poirot, je le croyais mort. » Le regard de Poirot s'aiguisa. « Et pourtant, vous avez des connaissances médicales. Vous connaissez la catalepsie, les pouls faibles, les médicaments qui simulent la mort. Si quelqu'un pouvait être persuadé de croire un mensonge, c'était bien vous. » Archer serra les poings. « S'il y a eu tromperie, j'ai été trompé aussi. » Poirot laissa planer ces mots, puis se détourna sans commenter. Hastings savait que le silence, plus que l'accusation, pouvait apaiser les nerfs. Le deuxième piège Poirot s'adressa ensuite à Edward. « Monsieur le fils, vous détestiez votre père. Vous aspiriez à vous libérer de sa main. S'il avait disparu discrètement, vous, laissant son nom et son héritage, ne vous aurait-il pas plu ?» Edward se redressa d'un bond, la voix enflammée. « Alors tu crois que je l'ai noyé? Que je l'ai jeté dans la rivière comme un sac? Absurde. Si j'avais voulu le tuer, je l'aurais crié sur tous les toits, au lieu de le cacher comme un secret honteux. » Poirot leva un doigt. « Ah, mais vous ça fait. Tu caches quelque chose, n'est-ce pas? La chaîne cassée de ton porte-clés a été retrouvée près du porte-parapluie. Et le mystérieux parapluie, où est-il maintenant? On se demande bien quelle poche était humide ce jour-là. » Edward hésita, sa colère se transformant en malaise. « Tu déformes tout, » murmura-t-il. Le troisième piège. Finalement, Poirot se tourna vers Lady Constance. « Madame, vous avez interdit à votre compagne de parler de ce qu'elle a vu. Vous avez ignoré les murmures du vicaire. Pourquoi? Si vous les avez crus faux, pourquoi les réduire au silence? À moins que... » Ses lèvres se pincèrent. Son menton se releva. « Parce que je ne veux pas que mon nom soit associé à un scandale. Mon mari était mort. Prétendre le contraire était intolérable. » « Ou dangereux, » insista doucement Poirot. « Craignez-vous, madame, que si la vérité éclatait, que votre mari était encore en vie,
Des détails de votre propre vie seraient révélés. Pour la première fois, Lady Constance vacilla, son sang-froid chancelant. Edward bondit en avant. « Mère, vous n'êtes pas obligée de lui répondre. » Les yeux de Poirot brillèrent. « Ah, mais oui. » Elle répondra. « Si ce n'est aujourd'hui, ce sera demain. La vérité n'attend personne. » Le départ. Quand enfin Poirot les congédia, la pièce se vida dans une tempête d'émotions. Edward sortit d'un pas raide, le visage sombre. Lady Constance s'éloigna avec une dignité glaciale, Miss Brent voletant dans son sillage. Le docteur Archer s'attarda juste le temps de croiser le regard de Poirot avec une pointe de désespoir avant de disparaître. Le colonel Burroughs murmura des menaces de vérification policière. Madame Vell, souriante, suivit la dernière. Seul le révérend s'attarda, posant une main tremblante sur le bras de Poirot. « Monsieur, vous jouez un jeu dangereux. Ce sont des gens fiers. Ils ne supporteront pas longtemps une telle pression. » Poirot s'inclina. « C'est vrai, monsieur le curé. Mais parfois, c'est seulement quand la marmite bout qu'on voit ce qui remonte à la surface. » La réflexion de Poirot. Ce soir-là, Poirot confia à Hastings. « Aujourd'hui, j'ai resserré l'étau. Demain, il se resserrera encore davantage. Déjà, des fissures apparaissent. Bientôt, l'un d'eux va rompre. Les mensonges, c'est comme un barrage, Hastings. Dès que l'eau s'enfonce trop, il éclate. »« Et ensuite ?» demanda Hastings. Les yeux de Poirot brillaient à la lumière de la lampe. « Alors, mon ami, nous verrons non seulement qui a tué Sir Reginald, mais aussi pourquoi. Sa mort a été simulée 2 fois. Une fois dans la tombe, une fois dans la rivière. » Chapitre 10. La révélation. Le soir tomba tôt sur l'hôtel Larkspur, la rivière devenant noire et mystérieuse sous un croissant de lune argentée. Les invités se réunirent de nouveau dans le salon, convoqués par la demande polie mais indéniablement autoritaire de Poirot. Les bougies vacillaient dans les appliques, leur lumière vacillante accentuant les rides d'anxiété gravées sur chaque visage. L'atmosphère était tendue, fragile comme du verre filé. Poirot se tenait devant la cheminée, sa petite silhouette rayonnant d'autorité. Hastings, à ses côtés, ressentait ce frisson familier. Il savait que son ami était sur le point de démêler le tissu de mensonges qui les avait tous enchevêtrés. « Mesdames, messieurs, » commença Poirot, l'accent franc et le ton solennel. « Il est temps. Le fleuve nous a rendu Sir Reginald Whitfield, mais il ne nous donne que ce que l'homme y a déposé. Et ce sont les hommes et les femmes qui tissent pour les mensonges. Ce soir, nous les démêlerons. » La fausse mort Poirot leva la main. « Tout d'abord, il faut comprendre. Sir Reginald n'est pas mort en novembre. Il était vivant, caché, et vu par plus d'un d'entre vous, par mademoiselle Brent, par le révérend Pemberton. Pourquoi cacher sa survie? Parce que, mes amis, c'était commode, pratique pour une veuve qui préférait se libérer d'un tyran, pratique pour un médecin qui s'est plié à ses désirs, pratique pour un fils qui aspirait à un héritage. » Des halètements et des protestations s'élevèrent, mais Poirot leva la main, les faisant taire. Oui, une mascarade a été mise en scène, un cercueil a été enterré, un certificat a été signé, toute la maisonnée a été drapée de deuil, et Sir Reginald, vivant, s'est caché. Pourquoi? Parce qu'il était déjà empêtré dans un scandale. Le regard de Poirot se porta sur Madame Val. « Madame, vous le connaissiez de longue date, n'est-ce pas? Vous, l'actrice dont le passé avec Sir Reginald donnait à Lady Constance des raisons d'être amère. Il craignait d'être démasqué, ruiné, voire même d'être victime de chantage. Alors il a laissé le monde le croire mort. » Les lèvres de Madame Val se retroussèrent. « Comme c'est flatteur, monsieur Poirot, de me croire assez dangereuse pour ressusciter les morts. Mais je l'avoue, oui, il y a eu une histoire. » La seconde mort. Les moustaches de Poirot brillaient tandis qu'il se retournait lentement, son regard s'aiguisant. « Mais on ne peut pas rester éternellement un fantôme. Sir Reginald est revenu, peut-être pour rencontrer quelqu'un en secret ici, au Larkspur. Et jeudi dernier, à minuit 48, il a disparu pour la dernière fois. Cette fois, pas de mascarade. Cette fois, il s'est noyé dans la rivière. »
Il marqua une pause, laissant les mots tomber comme des pierres dans le silence. Alors, nous demandons, qui a eu à la fois une raison de le cacher autrefois et le courage de le tuer finalement? Son regard parcourut la pièce. Ni mademoiselle Brent qui craint sa propre ombre, ni le bon vicaire qui tremble même à l'idée de murmurer la vérité, ni madame Veil dont la vanité se nourrit de drames, mais pas de risques, ni le colonel Burroughs qui fanfaronne mais manque de subtilité. Non, non, la réponse est ailleurs. La veuve Poirot se tourna enfin vers lady Constance. Elle était assise, raide, les mains jointes, le visage pâle mais fier. « Madame, dit doucement Poirot, vous le saviez. Vous avez interdit à votre compagne de parler. Vous avez ignoré les murmures du vicaire. Vous avez fait taire ce qui aurait pu révéler la vérité. Parce que vous ne supportiez pas la honte d'un mari qui abandonnait ses devoirs, qui fréquentait une autre femme, qui bafouait la dignité de votre nom. Vous avez préféré sa mort. » Ses lèvres se pincèrent, mais elle ne parla pas. Et à son retour, lorsqu'il a menacé de vous ruiner par ses exigences, ah oui, car je suis certain qu'il exigeait de l'argent, vous avez résolu de le tuer définitivement. Vous l'avez attiré vers la rivière, peut-être avec la promesse d'une réconciliation. Là, près du hangar à bateaux, vous avez frappé, et vous l'avez livré au roseau, confiant dans le courant pour garder votre secret. L'épreuve Poirot leva une main gantée. La preuve, c'est dans les détails. Le ruban coincé dans l'horloge pour marquer une heure dont vous seul vous souviendrez. Le gant accroché au roseau, trop beau pour quiconque n'est pas une dame de haut rang. Le parapluie, emprunté et rendu, pour masquer votre présence sur le chemin de halage. Chaque détail vous désigne, lady Constance. Chaque détail est plus criant que les mots. La pièce était complètement silencieuse. Enfin, lady Constance se leva, sa dignité intacte, même si ses joues se vidaient de leur couleur. « Vous êtes intelligent, monsieur Poirot, » dit-elle, « assez intelligent pour percer le voile que j'avais dressé. Oui, je l'ai tué. Il m'a déshonoré et, pire encore, il a cherché à ruiner Edward, menaçant de modifier le testament et de priver mon fils de son héritage. Je ne pouvais pas le permettre. » Edward s'écria, horrifié. « Mère !» Elle posa une main sur son bras, la voix ferme. « Je l'ai fait pour toi, pour notre nom, pour notre maison. Qu'ils disent ce qu'ils veulent, je le referai. » La conclusion de Poirot baissa la tête, le regard grave. « Madame, vous êtes forte, mais la force ne saurait excuser un meurtre. La loi suivra son cours. Mais rappelez-vous, la vérité refait toujours surface, comme le fleuve rend ce qu'il a reçu. Rien ne reste caché à jamais. » Un silence pesant s'abattit sur la salle. Lady Constance se tenait fière et inflexible, bien que sa confession l'enveloppât comme un linceul. Les invités la fixèrent, certains consternés, d'autres apitoyés, tous bouleversés. Hastings déglutit difficilement. « Poirot, murmura-t-il, je ne regarderai plus jamais les lys ni les rivières de la même façon. » Poirot lissa sa moustache. « Vous non plus, mon ami. Car dans chaque fleur, dans chaque courant, se cache peut-être l'indice qui démasquera le meurtrier. » Chapitre 11. Le reflet. Le lendemain matin, gris et sombre, le ciel lui-même pleurait la révélation qui avait déchiré le pied d'Alouette. La brume s'accrochait au fleuve, hésitant à se dissiper, et les pelouses scintillaient d'une rosée qui scintillait comme des larmes froides. La maison elle-même semblait plus silencieuse, comme honteuse du secret qu'elle avait caché. Lady Constance Whitfield avait été arrêtée au petit matin, sa fière allure inaltérée, même lorsque le gendarme l'emmène. Edward avait tenté de la suivre, mais elle se retourna, le fixant d'un regard impérieux, et il s'arrêta, comme figé par un ordre ancien. Elle partit sans un mot, laissant l'hôtel plongé dans le silence. Miss Brent resta dans sa chambre, inconsolable, se reprochant d'avoir parlé. Le colonel Burroughs tonna. La justice devait être prompte et impitoyable.
Mrs. Vale murmura que tout cela était une fin trop parfaite, et regretta presque que ce ne soit que le dernier acte d'une pièce. Le révérend Pemberton arpenta la terrasse, la tête basse, murmurant des prières. Le docteur Archer arpenta la bibliothèque, pâle et renfermé, l'effondrement de la dignité de Lady Constance étant un miroir trop proche de ses propres compromissions. Malgré tout cela, Poirot demeura calme, le pas posé, les manières aussi soignées que s'il flânait sur les boulevards de Bruxelles plutôt que dans les couloirs d'une maison imprégnée de tragédie. Hastings le trouva enfin sur la terrasse, contemplant la lente courbe du fleuve. Hastings et Poirot. « Eh bien, Poirot, dit doucement Hastings, c'est fini. Lady Constance a tout avoué. Pourtant, je ne ressens aucun triomphe. » Poirot inclina la tête. « Vous avez raison, Hastings. Un meurtre n'est jamais un triomphe. C'est toujours une tristesse, la tristesse que l'orgueil, la vanité ou la passion humaine ait de pris le dessus sur le meilleur de soi. Lady Constance était une femme forte, mais la force sans compassion devient tyrannie. Sa dignité était une forteresse, mais aussi une prison. » Hastings fronça les sourcils. Et pourtant, elle a dit qu'elle l'avait fait pour Edward, pour son fils. N'est-ce pas? Enfin, au moins une explication? Oui, une explication, acquiesça doucement Poirot, mais jamais une excuse. Tuer par amour, par fierté, par argent, c'est toujours pareil. C'est se jouer de la vie d'autrui. Lady Constance croyait avoir préservé le nom de Whitfield. En vérité, elle l'a souillé plus profondément que Sir Reginald n'aurait jamais pu le faire. La philosophie de Poirot. Il marchait lentement sur le sentier. La rivière clapotait contre les roseaux avec son indifférence habituelle, charriant brindilles et pétales en aval. Poirot s'arrêta et regarda l'eau. « Regarde, Hastings. Le fleuve accepte tout. Le pollen des lys, les larmes d'un enfant, le cadavre d'un homme. Mais il ne garde pas tout. Un jour il rend ce qu'il a pris. Telle est la nature de la vérité. On l'enterre, on la cache, mais finalement, elle refait surface. Pour toujours. » Hastings frissonna. « Et pourtant, Poirot, n'est-ce pas terrible? Qu'une famille soit détruite, qu'une femme fière soit humiliée, tout ça à cause de secrets. » Poirot écarta les mains. « Les secrets, mon ami, sont comme les dettes. Il faudra bien les payer un jour. Mieux vaut les payer par l'honnêteté que par le sang. Mais les gens choisissent l'orgueil, et donc ils paient par la tragédie. Adieu à Larkspur. » À midi, l'hôtel reprit ses activités habituelles. Madame Dorin ordonna de cirer les cuivres, de préparer le service à thé et de tirer les rideaux avec précision. Les clients discrets s'apprêtaient à partir. Déjà, un taxi attendait à la porte. Le Larkspur était impatient de retrouver sa paisible respectabilité, de chasser le souvenir des lys et de la mort. Poirot appela Parr, le portier, et lui glissa une pièce dans la main. « Vous êtes observateur, mon brave. Sans votre œil de soldat, la vérité serait peut-être encore au fond de la rivière. » Parr rougit et murmura sèchement. « Merci, monsieur. » Enfin, Poirot et Hastings partirent. Alors que leur voiture s'éloignait, Hastings jeta un coup d'œil en arrière. L'hôtel était à nouveau serein, ses fenêtres scintillant sous le soleil pâle, comme si rien n'avait jamais troublé son calme paisible. Seule la rivière, coulant sans fin, se souvenait. Le dernier mot de Poirot. Alors que la voiture tournait vers la gare, Hastings rompit le silence. Que va devenir Edward? Les moustaches de Poirot frémirent. Il vivra, Hastings. Peut-être plus sage, peut-être pas. Il a perdu un père 2 fois et une mère 1 fois. Ces choses-là laissent que des cicatrices. Mais la vie, c'est comme le fleuve. Elle coule. Il faut apprendre à ne pas lutter contre le courant, mais à le suivre. Il se renversa en arrière, les mains jointes avec satisfaction. Et voilà, mon ami, une autre affaire est close. Les lys, il parlait de deuil, mais il parlait aussi de vérité. Et Hercule Poirot, il écoute, même les fleurs.
Hastings secoua la tête avec admiration. « Tu sais, Poirot, parfois j'ai l'impression que tu vois du sens là où personne d'autre n'oserait le chercher. » Poirot sourit, fermant brièvement les yeux. « C'est pour ça, mon ami, qu'on ne s'ennuie jamais. » Le moteur les emporta, laissant derrière lui le Larkspur, la rivière et les échos d'un crime qui aurait pu rester à jamais caché, si Hercule Poirot et ses petites cellules grises n'avaient pas été là pour le démasquer. Chapitre 12. Épilogue au bord de la rivière. Les journaux, comme Poirot l'avait prédit, firent un festin de l'affaire. Une veuve de la société avoue avoir noyé son mari lire un titre, tandis qu'un autre, plus sordide, proclamait le mystère du messager d'Ulysse. Les journalistes ont envahi le village, griffonnant des notes et harcelant même les témoins les plus réticents. Madame Doran les a chassés avec une dignité glaciale, tout en avouant en privé à Hastings que le scandale pourrait rehausser la notoriété du Larkspur auprès de ceux qui ont le goût du spectaculaire. Lady Constance Whitfield attendait son procès à la prison de Reading. Après ses aveux, elle avait refusé de parler davantage, conservant un sang-froid glacial. Ses avocats avaient préparé une défense de folie passagère, même si ceux qui la connaissaient doutaient qu'elle ait jamais perdu la raison. C'était l'orgueil qui l'avait vaincue, et non la folie. Édouard se retira à Oxford, son arrogance juvénile désormais maîtrisée par le chagrin et la honte. Hastings apprit, des mois plus tard, qu'il s'était consacré à ses études avec une assiduité inattendue, comme pour expier des péchés qui n'étaient pas les siens. Mademoiselle Brent, renvoyée de son service, retourna chez une cousine à Bath, une femme brisée qui murmurait souvent à propos de fantômes au bord de la rivière. Le docteur Archer reprit sa pratique, même si les rumeurs persistaient. Le colonel Burroughs écrivit des lettres indignées à Times, exigeant une surveillance plus stricte des enterrements. Madame Veil, ayant retrouvé la célébrité, remonta sur scène, ses performances imprégnées d'une profondeur nouvelle que le public attribua au génie, même si Poirot remarqua ironiquement que cela résultait de sa proximité avec la tragédie. Le révérend Pemberton prononça une série de sermons sur la vérité et la dissimulation. Ses paroissiens, touchés par sa ferveur inhabituelle, remplissaient les bancs. Pourtant, il confia à Hastings qu'il ne parcourrait plus jamais le chemin de halage sans jeter un regard inquiet vers les roseaux. Poirot et Hastings. Plusieurs jours après l'arrestation de Lady Constance, Poirot et Hastings étaient assis sur un banc surplombant la Tamise. Les lys refleurissaient le long de la rive, leurs fleurs blanches s'inclinant comme en un souvenir solennel. « C'est curieux, Poirot, » dit Hastings. « Tant de passion, tant de tromperies, tout cela aboutit à la ruine. Et pourtant, le fleuve continue de couler, indifférent. » Poirot inclina la tête. « La nature, mon ami, est toujours indifférente. Le fleuve porte les secrets des hommes, mais il ne les garde pas. C'est nous, les petites cellules grises, qui devons écouter quand le fleuve murmure. » Hastings soupira. « Je ne peux m'empêcher de plaindre Lady Constance. Elle était fière, certes, mais elle pensait sauver son fils. La pitié, Hastings, n'est pas déplacée, » dit doucement Poirot. « Mais justice doit être faite. Tuer est toujours le plus grand péché, même sous les atours de l'amour. Lady Constance a préservé l'héritage de son fils, mais a détruit sa paix. C'est l'ironie du crime. Il n'atteint jamais ses promesses. » La réflexion finale. Le soleil baissait, projetant des reflets dorés sur l'eau. Poirot se releva, époussetant une poussière de sa manche immaculée. « Une autre affaire conclue, mon ami. » Un autre rappelle que les plus petites choses, le gant, le ruban, l'arrêt d'une horloge, peuvent révéler les plus grandes vérités. Les hommes recherchent toujours le geste grandiose, l'indice sonore. Mais Poirot, lui, voit le détail discret. C'est pourquoi Hercule Poirot réussit là où d'autres échouent. Hastings eut un léger sourire. « Et je suis là pour tout enregistrer, hein ?»« Exactement, » répondit Poirot, les yeux pétillants, sans Hastings, qui me rappellerait que même l'évidence doit être expliquée.
Ils marchaient lentement le long du chemin de halage, la rivière scintillant à leurs côtés, l'air frais du soir. Derrière eux, l'hôtel Larkspur était redevenu calme, ses fenêtres capturant les dernières lueurs du jour, comme s'il s'efforçait d'effacer le souvenir des lys, des mensonges et des meurtres. Poirot marqua une pause, se retournant. « Le fleuve garde ce que les hommes laissent tomber, Hastings. Mais il le rend aussi, quand le moment est venu. Voilà la leçon. Et maintenant venez, nous avons un train à prendre. » Côte à côte, ils partirent, leurs pas s'estompant dans le silence du crépuscule, laissant derrière eux un lieu marqué à jamais par l'étranger qui apportait des lys. Chapitre 13. Une note de clôture de Hastings. Plusieurs mois se sont écoulés depuis l'étrange affaire de Larkspur Ridge, et je suis toujours hanté par le souvenir des lys. Leur parfum lourd dans l'air, leur blancheur jetant un voile sur chaque pièce où ils ont été transportés. Toute cette histoire persiste dans mon esprit avec une étrange vivacité, comme s'il ne s'agissait pas seulement d'un épisode de la longue carrière de Poirot, mais d'une parabole, écrite par la rivière elle-même, pour nous rappeler comment l'orgueil peut corrompre et comment les secrets peuvent s'envenimer. Je me souviens de la première vision de l'étranger entrant avec son paquet de fleurs et de la carte qui parlait par énigme. La rivière garde ce que les hommes laissent tomber. À l'époque, j'avais cru à un tour mélodramatique. Aujourd'hui, je comprends que c'était la vérité même, déguisée. Le fleuve avait gardé Sir Reginald, l'avait caché jusqu'au moment opportun, jusqu'à ce que la tromperie humaine s'épuise et que le courant lui rende ce qu'il exigeait. Poirot, bien sûr, ne se laissait jamais tromper bien longtemps. Je l'ai observé dans de nombreuses affaires, mais rarement l'ai-je vu aussi patient, aussi certain que de petites choses, un parapluie égaré, un gant déchiré, une horloge arrêtée à une minute indéterminée, révéleraient de plus d'une centaine de déclarations. Combien de fois l'ai-je trouvé fantaisiste dans ces moments-là, et combien de fois ai-je constaté, à mon grand embarras, que ce détail fantaisiste était le seul fil conducteur qui déconstruisait tout le complot. Le destin d'Edward. J'ai appris récemment qu'Edward Whitfield avait accepté une mission à l'étranger. Il laisse derrière lui l'ombre d'un scandale, et je soupçonne qu'il espère que le service diplomatique lui offrira ce que l'Angleterre ne peut pas lui offrir. Une chance d'être jugé pour lui-même, et non comme le fils de l'homme mort 2 fois, et de la mère qui a tué. Pauvre garçon, on ne peut s'empêcher d'éprouver de la compassion pour une vie si gâchée avant même d'avoir commencé. Dame Constance. Quant à Lady Constance, son procès fut rapide, son sang-froid intact. Le tribunal entendit ses aveux, prononcés d'un ton aussi calme que si elle récitait les psaumes. Elle parla de devoir, de sacrifice, de fierté pour sa maison. Le jury, touché par sa dignité mais lié par la loi, rendit son verdict. Elle fut condamnée et subit son sort sans la moindre hésitation. Même ruinée, elle se comporta comme une reine. Poirot m'a dit plus tard, « Elle était magnifique, Hastings, magnifique et injuste. C'est là toute la tragédie. » La réflexion de Poirot. Quand enfin nous quittâmes le petit hôtel et que la rivière coula lentement et indifféremment, Poirot se tourna vers moi avec cette curieuse douceur qu'il ne montre qu'en de rares moments. « Voyez-vous, Hastings, dit-il, le meurtre n'est jamais un acte isolé. Il naît de multiples facteurs, l'orgueil, la peur, l'amour, la vanité, et il détruit bien plus que la victime. Il détruit le meurtrier et laisse des cicatrices sur tous ceux qui l'entourent. C'est pourquoi le moindre indice ne doit jamais être ignoré. Il ne s'agit pas seulement d'attraper le coupable, mais aussi d'empêcher l'innocent de sombrer dans le silence. » Ces mots m'ont marqué. Pour moi, l'affaire des lys restera toujours une leçon, non seulement sur le crime, mais aussi sur les étranges travers du cœur humain. Et c'est ainsi que je pose cette dernière note, confiant que le temps adoucira ce souvenir. Pourtant, chaque fois que je sens le parfum des lys au printemps, je me sens transporté à cet hôtel au bord de la rivière, au murmure de l'eau et à la voix douce d'Hercule Poirot qui dit « La rivière garde ce que les hommes laissent tomber, Hastings. »
mais tôt ou tard, elle le rend. Chapitre 14. Le rideau tombe à Larkspur. Bien que je croyais mon récit complet, je me rends compte qu'un dernier chapitre s'impose à moi. Durant les semaines qui suivirent le procès de Lady Constance, je continuais de recevoir des lettres et des rapports succincts de personnes liées à l'affaire de Larkspur Reach Hill. Semblait que l'affaire n'avait pas encore complètement perdu son emprise sur le monde, ni sur moi. Lettre du passé. Mademoiselle Brent écrivit la première, la main tremblante. Elle me dit qu'elle avait accepté une situation modeste à Bath, vivant chez une cousine. « Je suis satisfaite, dit-elle, même si je sens que je ne contemplerai plus jamais une rivière sans appréhension. » Elle me pria de transmettre sa gratitude à Poirot, qui, disait-elle, avait traité son courage chancelant avec bienveillance plutôt qu'avec moquerie. Le colonel Burroughs a exprimé une opinion bien plus sévère. Justice a été rendue, quoique trop clémente à mon avis. Je suis néanmoins fier d'avoir vu le grand Hercule Poirot à l'œuvre. Cet homme voit à travers les murs. J'ai vu le nom de Madame Val plus tard dans les chroniques théâtrales. Sa nouvelle pièce a fait salle comble, et les critiques ont loué son autorité tragique. Je ne pouvais m'empêcher de me demander si l'ombre de Larkspur conférait à sa voix une profondeur qu'aucune mise en scène seule ne pouvait lui donner. Edward à l'étranger. Le départ d'Edward n'était pas une simple rumeur. J'en ai eu un dernier aperçu sous la forme d'une coupure de journal, envoyée anonymement, relatant sa mission au Soudan. L'article parlait d'un jeune officier d'une prestance distinguée. J'ai prié pour que la chaleur du désert dissipe le froid que lui avait laissé la disgrâce de sa famille. Les adieux de Poirot. Quelques semaines plus tard, je me retrouvais à côté de Poirot dans son impeccable appartement londonien, où chaque chaise était au garde-à-vous et où pas une tache ne venait gâcher les ornements en argent. Nous parlions de choses futiles, la météo, les journaux, jusqu'à ce que je me hasarde enfin à dire « Poirot, tu ne t'en lasses jamais ?» Du meurtre, de la tromperie, de l'interminable défilé de la faiblesse humaine. Il me regarda avec cette expression curieuse qui lui était propre, mi-amusée, mi-mélancolique. « Non, Hastings, je ne me lasse pas. Car vois-tu, chaque crime est aussi une leçon. Il nous apprend ce que l'orgueil peut faire, ce que la jalousie ose, ce que l'amour peut détruire. Et il nous rappelle que l'ordre, la vérité, doit être rétabli. C'est mon devoir. Sans cela, le monde devient chaos. » Il lissa sa moustache. « Quant aux lys, je ne les oublierai pas. Ils étaient le signal, le messager de la vérité. Un messager en blanc, apportant la mort dans le salon. Très poétique, n'est-ce pas? Rappel et ainsi se termine tout drame. L'hôtel Larkspur a retrouvé sa dignité paisible. La rivière serpente encore à travers ses prairies, charriant des secrets jusqu'à la mer. Les voyageurs prennent à nouveau le thé sur la terrasse, sans peut-être deviner que sous leurs pieds repose le souvenir d'un crime si délicatement mis en scène. Pour moi, cette affaire reste un chapitre sombre de mes chroniques sur Poirot. Ce n'était pas l'affaire la plus élaborée, ni la plus violente, mais c'était peut-être la plus humaine, car au cœur de celle-ci se trouvait l'orgueil, et les terribles excès auxquels l'orgueil peut pousser même la plus noble des femmes. Et toujours, dans mon esprit, il y a cette vision. Poirot debout devant la cheminée, l'hélice pâle contre l'obscurité, son doigt levé, sa voix calme et inexorable tandis qu'il disait la vérité. C'est ainsi, je crois, que je me souviendrai toujours de lui. Chapitre 15. La coda silencieuse. J'avais cru l'affaire close après ma dernière note, mais le destin, comme toujours en ces matières, avait encore une note à faire retentir. Des semaines après le procès, je reçus une lettre envoyée de l'hôtel Larkspur, écrite d'une écriture soignée et inhabituelle. L'enveloppe ne portait pas d'adresse de retour. Le papier sentait légèrement les fleurs séchées. La lettre anonyme, on pouvait y lire « Capitaine Hastings. Ne croyez pas que tout ait été révélé au procès. Sir Reginald Whitfield cachait plus de secrets que vous ne le saviez. La rivière ne les a pas tous rendus. Certains restent encore enfouis,
La prochaine fois que vous passerez près de Larkspur Reach, écoutez attentivement. L'eau murmure. Il n'y avait aucune signature. J'ai montré la lettre à Poirot. Il l'a lue 2 fois, l'air indéchiffrable, puis l'a pliée avec soin. « Une tentative pour vous déstabiliser, Hastings, » dit-il d'un ton léger. « Peut-être un plaisantin du village, peut-être quelqu'un qui sait que l'appétit pour le mystère est inépuisable. »« Tu crois ça ?» ai-je insisté. Les yeux de Poirot pétillèrent. « Je crois, mon ami, que les secrets ont une longue durée de vie, mais nous avons traité le crime qui comptait. Le reste, ouf, ce ne sont que des ombres. Et les ombres ne concernent pas Hercule Poirot. » Retour à Larkspur. Quelques mois plus tard, par curiosité plutôt que par devoir, je retournai à Larkspur Reach. L'hôtel, autrefois silencieux et tendu, avait retrouvé son calme distingué. Les clients s'attardaient autour d'un thé sur la terrasse. Parr polissait les cuivres avec son zèle de vieux soldat. Les pelouses brillaient d'un vert éclatant et innocent. Seul le hangar à bateau demeurait inchangé, une forme plus sombre se détachant sur l'eau, comme s'il se souvenait encore de ce qu'il avait caché. Je restai là un long moment, à écouter le clapotis de la rivière. Ai-je entendu un murmure? Peut-être. Ou peut-être n'était-ce que mon imagination, aiguisée par la mémoire. La philosophie finale de Poirot. Quand j'en ai parlé plus tard à Poirot, il a souri avec son air entendu. « Hastings, mon ami, la rivière murmurera toujours. Les hommes y jetteront toujours leurs péchés, espérant que l'eau les retiendra. Mais la rivière, c'est une commère. Elle rend ce qu'on lui donne, tôt ou tard. C'est sa nature. Et la nôtre, Hastings, est d'écouter. » Il me tapota le bras. « Ne te laisse pas troubler par de telles choses. Sois tranquille. Nous avons démasqué le meurtrier, rétabli l'ordre et révélé la vérité aux morts. Ça, mon ami, ça suffit. Réflexion finale. Et ainsi s'achève ma chronique. Pourtant, dans mon esprit, les lys demeurent, pâles et parfumés, apportés dans le salon par un inconnu dont je me souviens à peine du visage. Ils annonçaient la tromperie, la confession et la ruine. Ils annonçaient aussi le triomphe de Poirot, le triomphe de la logique, de l'ordre, de ces petites cellules grises. Quels que soient les secrets que le fleuve recèle encore, ils seront dévoilés une autre fois. Pour l'instant, le rideau est tombé, et Hercule Poirot, satisfait, s'est à nouveau tourné vers ses moustaches impeccables et son éternelle quête d'ordre dans un monde désordonné. Chapitre 16. Le dernier mot de Poirot. Ce n'est que quelques mois plus tard, bien après que le procès eut disparu des journaux et que le monde eut repris ses préoccupations habituelles, que je me retrouvai en compagnie de Poirot. Nous étions assis dans son petit appartement, impeccablement rangé, chaque livre aligné, chaque objet de décoration poli, chaque chaise à l'angle exact qu'il avait choisi. L'affaire des lys avait été classée dans les archives de Scotland Yard, mais pour Poirot comme pour moi, elle persistait. Hastings réfléchit. « Poirot, dis-je, ne vous en lassez-vous jamais? Du meurtre, de la tragédie, de ces ombres infinies où hommes et femmes cachent leurs méfaits ?» Il me regarda avec cette expression curieuse qui lui était propre, mi-amusée, mi-grave. « Non, Hastings, car je ne regarde pas seulement les ombres. Je regarde aussi la lumière qui les expose. Le crime, c'est laid, oui, mais rétablir l'ordre là où régnait le chaos, c'est magnifique. C'est l'art de la justice. » Je restai silencieux, frappé par la certitude calme de ses paroles. La philosophie de la vérité de Poirot. Il continua d'une voix plus douce. « Souviens-toi de ceci, mon ami. La vérité ne crie pas. Elle murmure. Dans un gant déchiré, dans un ruban coincé dans une horloge, dans l'heure inscrite sur une carte avec des fleurs de lys. Il faut écouter. C'est ce que fait Hercule Poirot. Il écoute quand les autres la rejettent. Et ainsi toujours. La vérité se trouve. » J'ai osé. « Et Lady Constance, pensez-vous qu'elle a regretté ce qu'elle a fait ?» Les yeux de Poirot se plissèrent légèrement. « Le regret, Hastings, est le fruit de l'orgueil. Peut-être regrettait-elle d'avoir été attrapée.
Peut-être regrettait-elle la souffrance de son fils, mais l'acte lui-même, non. Elle croyait avoir préservé sa maison. En réalité, elle l'a détruite. C'est le terrible aveuglement de l'orgueil. Il justifie même le meurtre. Une fin douce. Nous ne parlâmes plus de Larkspur après cette soirée. Poirot se tourna plutôt vers ses petits. Plaisir. L'arrangement de ses moustaches, le pliage précis de sa serviette, l'angle précis de sa tasse de thé sur sa soucoupe. La vie, pour lui, était un modèle à maintenir, un modèle que le crime cherchait à perturber et qu'il devait restaurer. Quant à moi, je ne pouvais oublier les lys, leur parfum intense, leur blancheur fantomatique, la façon dont ils avaient de présider à la révélation et à la ruine. Aujourd'hui encore, lorsque le printemps revient et que les lys fleurissent à nouveau au bord des rivières anglaises, je pense à cet étranger qui les apporta, à la carte au message énigmatique et au crime qu'elle annonçait. Mais surtout, je pense à Hercule Poirot, debout, petit, net et imperturbable, face à une compagnie de menteurs, et qui, avec rien d'autre que la logique et la psychologie, les force à dire la vérité. Le dernier mot. Ainsi se termine l'affaire de l'étranger qui apportait des lys. La rivière continue de couler. Les roseaux murmurent. L'autel retrouve sa dignité tranquille. Mais la leçon demeure. L'orgueil peut tuer. Les secrets peuvent s'envenimer. Mais la vérité, comme la rivière, ne peut être enterrée à jamais. Et c'est Poirot, toujours Poirot, qui écoute quand la rivière parle.